Bonjour tout le monde et bienvenue à Philo au Bain dans le Bain des Paquis. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Timothée Paric, Timothée Paric, et avec la grande collaboration du FIFDH que nous remercions. Agathe, tu voulais dire un petit mot? Voilà, juste un petit mot pour déjà vous dire bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Et on est très ravis de collaborer de nouveau avec le Bain des Paquis. C'est une collaboration qui a lieu tous les ans. Et puis, je tenais juste à rappeler aussi que Timothée sera présent au forum demain soir, Un futur sans capitalisme à 19h30 au Théâtre Pitof. Donc voilà, venez nombreuses. Et puis, il y a plein d'autres événements à retrouver sur le site. Donc, merci beaucoup au Bain des Paquis. Merci Agathe. Génial. Donc, le micro est là. N'hésitez pas à vous lever la main. Salut Timothée, ça va? Salut, ouais, ça va très bien là, ça pourrait être pire. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis chercheur en économie écologique. Ça fait déjà plusieurs années que je fais de l'économie, d'abord de l'économie généraliste, ensuite de la macroéconomie, ensuite de l'économie de l'environnement, ensuite de l'économie écologique et maintenant de la macroéconomie écologique. Et j'ai passé une thèse de doctorat sur la décroissance. Donc moi, à la base, j'ai fait quand même grande partie de mes études en Suède et ensuite un doctorat en co-tutelle entre l'Espagne, la France et la Suède. Et là, je suis arrivé en octobre à HEC Lausanne pour 4 ans, pour un programme de recherche sur des scénarios de transformation écologique et sociale en Suisse. Magnifique, c'est tout un programme. On va en parler et peut-être, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, je voulais commencer par une citation de ton livre. D'ailleurs, c'est ce livre magnifique dont on va parler. Petite parenthèse, si vous souhaitez, on a quelques exemplaires à la fin en vente, même si on n'est pas forcément là pour faire du commerce. Petite citation qui, je pense, montre assez bien le cadre que la discussion peut prendre, et je te cite: « La décroissance est un mot de combat, à la fois utilisé par ceux qui font le procès du système existant et par ceux qui le défendent. Parmi les simples controverses qui entourent le concept, on retrouve à la fois des clichés qui polluent le débat et des critiques qui le stimulent. Non, la décroissance n'est pas une récession perpétuelle, un confinement pandémique, une apologie de la pauvreté, une pulsion réactionnaire, une haine des entreprises, un refus de l'innovation et une forme d'éco-dictature. Mais oui, certaines questions qu'elle pose valent la peine d'être discutées, comme le lien entre écologie et capitalisme, le choix des mots et leur acceptabilité démocratique, le rôle de l'État dans la transition et les conséquences d'une décroissance sur ses finances, ou encore les liens de dépendance entre les pays du Nord et du Sud. Ces discussions sont d'ores et déjà amorcées, et plus nous serons nombreux à y participer, mieux ce sera. C'est bien, c'est le cas ici. Balayer la décroissance du revers de la main sans vraiment faire l'effort de le comprendre, comme le font beaucoup de personnes citées dans ce chapitre, c'est refuser de participer à l'un des débats les plus importants de notre temps. Donc nous sommes ici pour débattre de décroissance. Peut-être, avant de parler de décroissance, on peut parler peut-être un peu de la croissance. On va y arriver à la décroissance. Et c'est vrai qu'il y a différentes façons de voir ce que c'est que la croissance, de définir la croissance. Tu peux peut-être nous donner un peu quelques indications générales de ce côté-là? C'est un point de départ absolument fondamental. Et moi, je trouve ça assez bizarre car nous avons tous et toutes une opinion sur la croissance économique, alors que la croissance économique, c'est vraiment un phénomène extrêmement mystérieux. Même parmi les économistes, c'est-à-dire la première théorie de la croissance économique, c'est les années 50. Avant, on savait pas ce que c'est, on l'avait même pas théorisé. Et même maintenant, quand vous étudiez les sciences économiques, il faut prendre des spécialités pour avoir des cours en théorie de la croissance. C'est-à-dire que même un économiste qui a fait un doctorat, cette personne ne sera pas à même de répondre à la question qu'est-ce que la croissance. Ensuite, comment est-ce qu'on la mesure? Donc à travers le produit intérieur brut, par exemple. Là, dans chaque pays, on a une poignée de personnes ultra spécialisées qui savent le calculer. Donc c'est vraiment quelque chose de savant, de très presque de la sorcellerie comptable. Et donc moi je trouve ça assez bizarre de se dire que dans notre imaginaire collectif, déjà on associe la croissance à quelque chose de positif, alors qu'en fait on sait pas trop ce que c'est. Donc déjà la première erreur, c'est de penser que la croissance économique c'est l'augmentation d'un stock. Donc un stock, c'est par exemple le nombre, je sais pas, de francs suisses que vous avez sur votre compte en banque. Et le flux, c'est le nombre de francs suisses qui rentrent tous les mois. Et vous avez l'impression que si votre compte en banque il monte, vous avez une croissance des francs suisses et vous vous enrichissez. Et donc c'est bien. Ce qui est vrai. Oui, c'est l'augmentation d'un stock. Le PIB, c'est pas exactement ça. C'est un flux de mesures monétaires d'activité économique. Donc s'il y a de la croissance économique en Suisse,
Ça ne veut pas dire que d'une année à une autre, sur le compte en banque de la Suisse, qui n'existe pas, il n'y a pas de compte en banque macroéconomique de la Suisse, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus riche en patrimoine. Ça veut dire que l'année d'après, il y a eu plus d'activités économiques. Mais ça nous dit pas si ces activités économiques, elles ont contribué au bien-être. Ça nous dit pas ce qui a été produit. Ça nous dit pas qui a bénéficié de ce surcroît de production. Est-ce que c'était les personnes qui avaient besoin des choses parce qu'ils n'en avaient pas assez? Dans ce cas-là, on peut hypothétiser que ça fera augmenter la qualité de vie. Mais on ne sait pas si c'est des activités justement néfastes, par exemple envers l'environnement. Donc la croissance, moi j'aime bien voir ça un peu comme un podomètre. Ça mesure le nombre de kilomètres, ça mesure le mouvement économique, l'agitation monétaire, mais ça te dit pas où l'économie elle va. Et c'est ça son grand désavantage. Et je prends juste une petite minute pour revenir dans le contexte. Je vous ai dit donc première théorie de la croissance, les années 50. Mais avant, donc une théorie de la croissance, c'est de se poser la question, qu'est-ce que la croissance, d'où elle vient, c'est quoi sa dynamique, et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Mais avant de pouvoir avoir cet objet qu'est la croissance, il fallait avoir aussi une mesure de l'économie, cette chose qui va croître, une mesure qui soit délimitée, de se dire ah bah tiens ça c'est l'économie, ça c'est pas l'économie, et quand ça devient plus gros, on appelle ça de la croissance. Et ça on a inventé ça dans les années 1930. Avant ça n'existait pas. Avant on pouvait pas dire l'économie suisse détaché de la société suisse, détaché des pouvoirs publics suisses, détaché des associations suisses. Non, il n'y avait pas d'existence de l'économie. C'est avec l'invention de la macroéconomie et de la comptabilité nationale dans les années 30 où on dit, ah bah tiens, ce truc-là, qu'on mesure avec des francs suisses, c'est l'économie. Et déjà, il a fallu plusieurs décennies pour se poser la question, mais en fait, quand ça devient plus gros, c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire qu'au début, les historiens, ils sont allés plonger dans des archives, et quand les premiers économistes montraient aux partis politiques de l'époque, à ceux vraiment qui s'occupaient de la régulation de l'administration des gouvernements, ils leur disaient ok, alors jusque-là vous cherchiez le plein emploi, vous cherchiez peut-être un commerce international favorable, vous cherchiez à éviter les crises financières. Maintenant regardez, le but c'est de maximiser la croissance. Et ils étaient là, c'est débile. Genre, ça sert à quoi votre indicateur là? Ça voulait rien dire pour eux, cette espèce de truc. Donc moi ce que j'ai fait dans ma thèse et ce que j'essaie de faire dans le livre déjà, c'est de bizarrifier la croissance économique, parce que quand on creuse un petit peu, bon, non seulement l'indicateur il est quand même vieux, donc inventé dans les années 30 dans un contexte particulier par un comptable biélorusse qui était aux États-Unis et qui a été engagé par le gouvernement américain pour inventer un indicateur de crise pendant la Grande Dépression. Imaginez le gouvernement américain, il était en PLS total, ils savaient pas mesurer, ils avaient pas de chiffres agrégés, donc ils demandent à Simon Kuznets, fais-nous un indicateur s'il te plaît, pour qu'on sache vraiment, parce qu'on essaye de faire des trucs, on intervient dans l'économie, mais on sait pas si ça marche. Donc Simon Kuznets, il est là avec ses 16 000 tableaux Excel, à l'époque j'imagine sur du papier, il se dit putain des pneus, des poireaux, des trucs, comment je fais? Il fait bon, je vais faire, ok, on va faire un raccourci, on va juste prendre la valeur ajoutée, la valeur monétaire des trucs qu'on achète et qu'on vend, et on va faire une grosse addition, et ça nous donne un peu le pouls de l'économie. Et comme ça, si le pouls il augmente, bah ça veut dire que votre patience est bien, il revient vers la vie. Alors que si le pouls il baisse ou même il reste stagnant pendant la crise, bah ça veut dire que ce que votre politique économique elle sert à rien. Mais Simon Kuznets, malin comme il était quand même, il annonce direct devant le Congrès américain quand il est invité à présenter son indicateur, il fait OK, je vous ai fait un indicateur de crise. OK? C'est un indicateur de crise. Faut pas l'utiliser en temps de paix. Vous pouvez l'utiliser en temps de crise et en temps de guerre. De la même manière que un ambulancier ou une médecin nous expliquerait bien que la mesure du pouls, c'est pas mal quand vous avez quelqu'un qui vient de se noyer, que vous essayez de réanimer. Mais si vous voulez utiliser le pouls comme indicateur pour la santé globale sur une période de 30 ans, c'est pas ouf. On peut avoir le même pouls, le même rythme cardiaque, alors qu'on est en dépression avec une maladie pas possible, et le même rythme cardiaque alors qu'on est complètement en bonne santé. Donc là, aujourd'hui, je pense 100 ans presque après l'invention du PIB, on a oublié les spécificités, c'est devenu un petit peu un espèce de totem, un grand raccourci, où on se dit, bon voilà, le but des politiques économiques et le but même, pas seulement de l'économie, mais d'une société, c'est de maximiser la croissance. Et moi, bon, si je me suis lancé dans cette thèse, parce que à la base j'étais spécialiste de la croissance, c'est que je trouvais ça vraiment chelou. Mais vraiment, les anthropologues du futur, je pense, ils regarderont ce siècle, ils se diront, mais c'est marrant comment on est tombé amoureux de cette espèce d'indicateur ultra obscur que personne ne sait calculer.
Alors non seulement dans ton livre tu le dis très bien, on ne sait pas le calculer, mais en plus quand on calcule le PIB, on passe à côté d'un certain nombre de mesures qu'on considère comme peu pertinentes et pourtant qui sont aussi nécessaires pour calculer le bien-être d'une nation au-delà même de combien d'argent est généré à travers ces échanges marchands. Oui, alors à chaque fois que vous avez un échange marchand, ça va générer d'une certaine manière du PIB. Donc imaginons, nous, là pour l'instant en Suisse, on élève nos enfants nous-mêmes. Mais quelle perte de potentiel économique! Alors que si vous demandiez à vos voisins d'élever vos enfants pour vous, avec un taux horaire bien sûr, hein, et que vous éleviez les enfants de vos voisins, avec un contrat économique derrière, t'imagines un peu la croissance du PIB que ça ferait? Et quand tu expliques ça, en fait, on te dirait oui, mais bon, c'est pas ouf ton plan quand même, parce que l'objectif d'avoir des enfants, un peu, c'est de pouvoir élever ses propres enfants, d'avoir sa famille. On comprendrait que ça dénature un peu l'idée même d'une famille. Bon, là, c'est un exemple extrême, mais ça montre bien que maximiser le PIB, ça peut mener à des trucs absurdes. On sait bien aussi que si on a, par exemple, un énorme feu de forêt et qu'on doit donc payer énormément de pompiers pour venir éteindre les flammes, bah ces pompiers, ils vont recevoir un salaire, ils vont utiliser de l'eau qui a été pompée, extraite quelque part avec une infrastructure, ils vont utiliser des voitures qui consomment de l'essence qui a été achetée. Bam, activité économique, activité économique. De la même manière que si, par exemple, sous l'influence d'une publicité peut-être un petit peu trop intrusive, on se met à manger des produits très gras, très sucrés, très salés, ce qui nous fait développer des problèmes de santé liés à l'obésité. Donc non seulement on va acheter ces trucs un peu chers, donc là, activité économique. Ensuite, on va devoir aller voir des médecins spécialisés pour faire face à nos problèmes de santé, ou ce qui va alourdir aussi les dépenses publiques de santé. Donc là, un autre cycle de valeur ajoutée. Alors qu'on se rend compte que si on avait évité le feu de forêt, si on avait évité la situation de santé délétère liée à la surconsommation de junk food, en fait, en termes de qualité de vie, on se serait retrouvé mieux loti. Et c'est ça le grand paradoxe, en fait, de l'économie contemporaine. C'est une économie, c'est pas là pour faire joli. Une économie, c'est pas une œuvre d'art. Une économie, c'est l'organisation collective du contentement. C'est un moyen. C'est l'organisation sociale de comment est-ce qu'on va produire des biens et services pour satisfaire des besoins. Donc c'est vraiment quelque chose de très intermédiaire. Et donc là, de se dire maintenant, on a un petit peu oublié que l'économie c'était un moyen et on la traite comme une fin. Et encore pire, on essaie de maximiser la vitesse à laquelle tourne l'économie. Ça devient paradoxal parce que l'économie, fondamentalement, son objectif, c'est d'organiser sa propre disparition. Alors quand je dis ça, s'il y a des économistes ici, ils vont probablement s'évanouir. Donc faites attention. Mais c'est vrai. Enfin, à la base, moi je reviens juste à John Maynard Keynes, donc économiste britannique, l'inventeur de la macroéconomie. Et dans les années 30, il écrit un texte qui s'appelle « Possibilités économiques pour mes petits-enfants ». Un texte très court, vous pouvez le retrouver en ligne. Et il se dit, bon, là, on galère, faut produire plus, machin, il y a de la pauvreté. Mais en 2030, dans 100 ans, on aura résolu notre problème économique, qui est le problème de la rareté. Donc, il dit, Keynes, en 2030, on travaillera maximum 15 heures par semaine. On aura monstre de temps libre. Tout le monde aura des théâtres. On pourra passer des heures tous les jours au bain des paquis. Ce sera vraiment genre une utopie géniale. Et quand on regarde, en fait, l'économie aujourd'hui, on a l'impression, même si on est immensément plus riche, Keynes nous disait en 2030, on aura de 4 à 8 fois la richesse qu'on a à l'époque. Ce qui est à peu près vrai, on est même plus de 8 à 10 fois la richesse. Mais on est toujours dans cette espèce de vibe où il faut absolument continuer à croître, sinon la tour de Jenga va s'effondrer. Alors que ça devrait être le contraire, et on y reviendra, mais en fait, la productivité, qui est une mesure en fait de l'efficacité de l'organisation sociale, de la satisfaction des besoins par la production économique, elle a vachement augmenté depuis 1930. On remarque quand même, on a plein d'outils qui nous permettent de produire plus facilement. On a découvert plein de trucs qui nous permettent de faciliter la vie. Mais on n'a pas traduit ce progrès technologique en libération de temps libre. On aurait pu le faire. On aurait pu se dire, ah bah tiens, si j'arrive à produire la même quantité 2 fois plus vite, eh ben je vais travailler moitié moins. Et boum, un petit sauna. Si on avait, par exemple... Tu vends bien les mains des paquets. C'est placement produit, je ne suis pas là par hasard. Si on, par exemple, au lieu d'avoir 2% de croissance du PIB par an, on avait 2% de réduction du temps de travail par an, ça fait 1 semaine de congé par an, en plus.
tous les ans. C'est pas mal. Là, on se dirait, en fait, là, on comprendrait. On se dirait, bon, l'économie, ça vaut le coup de se mettre une déterre, de s'organiser, parce qu'au final, ça nous fait du temps libre, du temps autonome qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on veut. C'est pas forcément s'asseoir sur le canapé. Ça peut être construire ton propre sauna, faire ce que tu veux. Ça peut être des activités productives, mais elles sont autonomes. Mais nous, on n'a pas fait ça, en fait, ces dernières décennies. On a plutôt utilisé cette productivité pour produire et consommer plus, dont notamment des trucs dont on n'a pas besoin. Mais alors, bon, ceci dit, il nous reste encore 5 ans pour atteindre l'objectif de 2030. On peut y arriver. On peut toujours rêver aussi. Comment expliquer, alors avant qu'on parle de décroissance, comment expliquer, merci, tu fais tout, hein. Comment expliquer cette espèce d'obsession autour de la croissance? Comment expliquer cette espèce d'idéalisation du PIB alors que tout ce que tu dis est limpide et pourtant on reste presque biberonné, obsédé par les questions de croissance, par les chiffres. Dans les journaux, on lit que la croissance est bonne, donc ouf, on est rassuré. Ou la croissance frémit, on commence à trembler un petit peu. Comment expliquer un peu cette espèce de fascination, obsession? C'est une question qui m'obsède depuis des années, de comprendre. Et je pense qu'il faut vraiment mobiliser la pleine force des sciences sociales, des psychologues, des historiennes, des sociologues, des politologues, pour comprendre comment est-ce qu'on a construit depuis les années 50 ce que certains appellent donc l'hégémonie de la croissance. Donc la croissance qui est devenue un but qu'on ne discute plus. Et justement, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, parce que je suis allé étudier la décroissance parce que c'était controversé. Je me suis dit, bon, la décroissance, au final, on va voir, hein, c'est pas quelque chose d'affreux. C'est une économie, elle peut produire et consommer plus, elle peut produire et consommer moins. C'est pas... Et dès qu'on prononce décroissance, que ça soit si controversé, c'est un marqueur en fait d'obsession. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'on est tombé amoureux un petit peu d'un indicateur. On est tombé. C'était un slogan en fait en France pendant mai 68, marqué sur les murs. On tombe pas amoureux d'un taux de croissance. En fait, si. Et on tombe amoureux parce qu'on a construit un récit autour de la croissance, un récit où on projette un petit peu des attentes. Par exemple, on projette des services publics de qualité. On se dit croissance, ça veut dire services publics de qualité. On projette, nous les ménages, peut-être une augmentation de notre pouvoir d'achat. On projette peut-être, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, la possibilité d'être inclus dans l'activité économique et de trouver un emploi. On projette une certaine forme de sécurité nationale pour pouvoir se protéger en cas d'incident géopolitique. On projette tous ces trucs et on les met sous l'appellation croissance. Au point où en fait c'est devenu un espèce de vase symbolique où quand tu dis croissance, les gens ils entendent ce qu'ils veulent. Si vous êtes au chômage, vous entendez emploi. Si vous êtes un ménage précaire, vous entendez valeur d'achat. Si vous êtes une entreprise en situation financière problématique, vous entendez accès peut-être à un financement. Si vous entendez un pays... En fait, chacun entend ses trucs. Nous, c'est notre rôle en tant qu'économiste de faire la part du vrai et du faux. Et moi, c'était une grande partie de ce que j'ai fait pendant ma thèse, d'aller voir est-ce qu'il y a vraiment une corrélation dans des pays comme la Suisse, ou moi c'était la France hein, dans ma thèse, entre augmentation du PIB et emploi, baisse de la pauvreté, baisse des inégalités, qualité des services publics, toutes ces choses-là. Et quand on commence à gratter, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation pure et parfaite. On peut avoir des croissances qui détruisent de l'emploi, on peut avoir des croissances qui augmentent la pauvreté, on peut avoir des croissances qui créent des vulnérabilités géopolitiques. Et pourquoi ça c'est possible ? Maintenant que j'ai expliqué que la croissance était juste un indicateur d'agitation, on voit que peut y avoir une pluralité de différentes agitations et que certaines de ces agitations peuvent être plus désirables que d'autres et même dans certains cas, certaines de ces agitations, et on le verra bientôt, si elles monopolisent des ressources rares, biophysiques et humaines, ça peut être une agitation contre-productive. On parlera de croissance anti-économique, une suragitation où les coûts sont supérieurs aux bénéfices. Par exemple, si on a doublement, triplement du nombre de publicité à Lausanne, ce qui fait pour vendre du soda. Des trucs comme ça. Bon, moi, ça va faire de l'activité économique, mais ça va entraîner peut-être une incitation à consommer ces choses-là. Ça va lancer le cercle vicieux avec de plus en plus de problèmes de santé. Donc ça impacte la qualité de vie des ménages directement, de plus en plus de dépenses publiques. Ça impacte la soutenabilité financière d'un État. Tadada.
Et là, on voit que c'est de la croissance anti-économique. Et une partie de la croissance anti-économique, c'est aussi quand on utilise des ressources rares, par exemple les produits fossiles, qui vont générer énormément de ce que des économistes appellent des externalités négatives, genre réchauffement climatique, et qu'ensuite, ça sera plus difficile de faire pousser de la nourriture, il y aura plus de feux de forêt, et donc ça va nous rattraper. N'hésitez pas, il y a une question ici, alors je vous laisse peut-être passer le micro si j'y arrive derrière. Hop. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve super l'image agitation. Je trouve c'est génial. J'interviens surtout avec la casquette. Je travaille avec APREGE, c'est la chambre de l'économie sociale et solidaire à Genève, dont il y a plus que 800 membres, 6000 emplois. Et là, on se pose la question en ce moment de se dire comment expliquer ces questions de cadre macroéconomique qu'on appelle décroissance, post-croissance, économie du bien-être, quel que soit le nom qu'on utilise pour exprimer un peu une autre vision des objectifs de l'économie. Les membres d'APREGE sont surtout des entrepreneurs, des entreprises. Et si on prend la personne, par exemple, si on prend quelqu'un qui est un entrepreneur qui a créé un restaurant pour promouvoir mettre en valeur les produits véganes, végétariens, comment expliquer l'importance de s'engager ou comment s'engager pour changer le cadre? Donc, par exemple, des autres indicateurs. Et quel est ce cadre qui serait idéal et qui favoriserait l'économie sociale et solidaire? Alors, c'est vrai qu'on a besoin d'indicateurs alternatifs parce qu'aujourd'hui, si on mesure tout avec juste le potentiel lucratif marchand tel que mesuré par la lucrativité d'une entreprise, tel que mesuré par l'augmentation des francs suisses sur votre compte en banque ou par le PIB, ça va avoir tendance à avantager l'économie la plus lucrative qui n'est pas forcément l'économie la plus utile. Et ça va avoir tendance à désavantager ces entreprises, ces associations, ces services publics qui peut-être ont une très forte utilité sociale mais qui ne sont pas lucratifs. Et donc, par exemple, le bain des Paquis, si on avait à l'époque privatisé et qu'on avait construit des gros hôtels de luxe ici et qu'on avait fait payer l'entrée 10 fois plus cher, 20 fois plus cher, 30 fois plus cher, et là, on aurait maximisé la valeur ajoutée en termes de croissance. C'est très bien. Ça serait devenu un endroit élitiste. Peut-être beaucoup moins de personnes seraient venues. Et imaginez un petit peu si on faisait un calcul d'utilité sociale. Alors là, c'est là où des indicateurs, il y en a des indicateurs alternatifs. J'en mentionner un que j'aime bien parce qu'il est assez symbolique. C'est la Nouvelle-Zélande en 2019 qui a introduit ce qu'ils appellent les budgets bien-être. Donc, budget bien-être, c'est un tableau de bord avec 65 indicateurs culturels, sociaux, économiques, écologiques. Et en plus, ils divisent entre le bien-être présent et le bien-être futur. Et en fait, ça permet de mesurer concrètement l'utilité sociale et la soutenabilité écologique d'une structure de production, que ce soit une association, un service public, un mouvement citoyen, une entreprise, une coopérative, une entreprise à but lucratif, une entreprise à but non lucratif. Et ça permet de les comparer entre elles. Beaucoup mieux que juste des indicateurs purement financiers. Alors bien sûr, en tant que chercheur, nous, ça nous excite beaucoup parce que c'est un nouveau défi d'arriver à mesurer ces choses-là qui pour l'instant sont intangibles, en tout cas pour les économistes qui ont l'habitude de juste regarder les francs suisses. Mais quand on commence à regarder et prendre ça en compte, radicalement, ça nous donne une image complètement différente. Et c'est ce discours en fait qu'on doit créer, de voir l'économie déjà comme quelque chose de pas forcément homogène. Moi, j'aime expliquer... aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de structures qui sont déjà, eux, dans l'économie du futur. Ils ont déjà fait leur transition, ils sont déjà, en fait, dans une économie post-croissance, post-capitaliste, une économie du bien-être. Ils se sont structurés légalement, ils ont les multisociétariats de démocratie participative, ils ont des indicateurs alternatifs de comptabilité, ils sont déjà là. Mais c'est une minorité. Donc la question, en fait, de la transition, c'est une question du basculement, de faire en sorte comment est-ce qu'on arrive à favoriser l'émergence et le développement de ces initiatives futuristes dans le bon sens du terme, et comment est-ce qu'on arrive à désavantager justement les gros dinosaures fossiles, industriels, à but lucratif qui ralentissent la transition. Alors pour l'instant, je pense qu'on est d'accord que c'est un peu le contraire. C'est beaucoup plus difficile de s'engager là-dedans
pour les pionniers et c'est beaucoup plus facile pour ceux qui répètent un petit peu les schémas insoutenables du passé. Mais ça aussi, c'est une décision politique dans le sens de politique collective, de se dire, bah voilà, quelle future économie on a. Je pense aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, on a à peu près toutes les graines des économies possibles et on peut décider. Moi, je fais souvent l'analogie du jardin. En fait, on se rend compte peut-être que depuis les années 50, on faisait pousser plein de trucs et on pensait c'était les fruits et les légumes trop bien. Et on dézinguait toutes les mauvaises herbes, là, toutes les associations, les services publics, les trucs qui empêchaient de maximiser le PIB. Et là, en fait, on se rend compte peut-être après, ah merde, en fait, peut-être les services marchands, fossiles, publicité, tout ça, c'était peut-être ça les mauvaises herbes, alors que le contraire, c'était les choses qu'on devait manger. Parce que les choses qu'on devait manger, c'était donc des trucs qui créaient véritablement de la richesse sociale, c'est-à-dire quelque chose qui venait satisfaire des besoins concrets. Alors que l'autre truc, c'était peut-être des trucs niches qui créaient énormément d'argent, mais qui n'étaient pas forcément très utiles. Et donc là, on a cette espèce de changement, se retrouver en tant que jardinier un peu bête, se dire, bon, bah peut-être pendant des décennies, en fait, on avait une vision du développement économique qui était peut-être erronée. Mais ça veut dire qu'on n'a pas à réinventer d'une certaine manière la roue. On prend une solution différente, on se dit, tiens, on va venir maintenant encourager ces choses-là et décourager d'autres choses. On va revenir dans quelques minutes sur la décroissance et la post-croissance, puisqu'on n'a pas encore vraiment eu le temps de s'y intéresser de près. Mais avant d'y arriver, c'est vrai que certains parlent quand même malgré tout, de découplage de l'écologie et de l'économie. On parle beaucoup de croissance verte, on parle de développement durable. On nous dit qu'à coup de défis technologiques relevés, à coup d'innovation, en fait, on va pouvoir continuer à produire plus, peut-être en produisant moins, avec des coûts moindres sur l'économie. Donc un peu, on continuerait sur la même pente, mais en fait, c'est le solutionnisme qui va nous sauver. Ces solutions un peu technologiques. Oui, alors il y a deux choses, et je vais utiliser deux analogies. Dans mon temps libre, en dehors de l'université, j'aime beaucoup l'étude des phénomènes paranormaux. Surtout les récits autour de créatures mythiques. Par exemple, le monstre du Loch Ness. D'ailleurs, je suis curieux, peut-être qu'on a aussi des mythes autour de potentiels monstres dans le lac, juste ici. Et j'avais écrit un rapport basé sur mes travaux de thèse sur la croissance verte pour le Bureau environnemental européen. Il m'avait demandé qu'est-ce que tu voulais comme couverture. Et j'avais dit, je voudrais un dessin avec le monstre du Loch Ness. Parce que je pense que symboliquement, ça représente bien un petit peu cette idée de croissance verte. Donc la croissance verte et le découplage, donc une croissance où un pays pourrait produire et consommer plus chaque année, donc augmenter son PIB, mais sans pour autant polluer moins. Enfin, sans pour autant polluer plus, pardon, ou même, le plus on produit rapidement, le plus on pollue moins. Alors, pourquoi pas, hein ? Moi, j'admets la possibilité théorique de certaines formes de découplage, notamment le découplage de l'activité économique des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est assez facile à comprendre. On pourrait imaginer que l'économie suisse, aujourd'hui, elle pourrait au moins théoriquement fonctionner sans utiliser de gaz, de charbon et de pétrole. Bon, il faudrait moins d'avions, moins d'hélicoptères, moins de voitures, mais bon, on pourrait imaginer peut-être l'invention de ces moteurs comme ça, et dans cette hypothèse, l'économie, elle pourrait continuer à fonctionner avec moins de gaz à effet de serre. Mais comment une économie pourrait se découpler de l'utilisation des matériaux, par exemple, de l'usage des sols, des services écosystémiques et des impacts sur la biodiversité? On voit bien qu'au bout d'un moment, en fait, on ne va pas pouvoir produire à partir de rien. Donc le découplage, on peut faire des marches, mais vu que la croissance, elle est exponentielle. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce mot exponentiel, parce que quand je vous parle de genre 1% de croissance par an, ça j'aurais dû le dire sur le PIB. C'est-à-dire que c'est 1% sur la taille actuelle de l'économie. Et donc l'année prochaine, si on a 1% sur la taille de l'économie plus l'1% de l'année précédente, ça sera un surcroît plus important et plus important. Donc c'est pour ça que vous avez des courbes comme ça. Vous vous souvenez un peu pendant le Covid, exponentielles. Donc c'est-à-dire que une croissance exponentielle, ça fait doubler la taille de l'économie à intervalles réguliers. Et donc, même si vous avez des gains d'efficience, il faut toujours que les gains d'efficience soient aussi rapides que votre croissance. Et c'est ça, moi, je pense, qui est déjà théoriquement est impossible. Au bout d'un moment, malgré toutes les innovations du monde, on ne pourra pas construire un immeuble sans rien. Donc ça, c'est la première chose où aujourd'hui, beaucoup nous disent « Non mais regardez, la France, ou la Suisse d'ailleurs, a baissé ces trucs. » Et quand on va fouiller dans les chiffres, et ça c'est ma spécialité, d'aller fouiner là-dedans, quand on fait la petite enquête, on se rend compte que les preuves, tu vois, c'est un petit peu la photo du Loch Ness où en fait c'était la trompe d'un éléphant un peu floue derrière, tu vois, elles sont un peu toutes pétées, quoi, leurs preuves. Et des choses aussi simples que de regarder, moi j'ai deux trucs. À chaque fois qu'on me montre, regarde Timothée, et ça arrive tous les jours, j'ai les preuves de la croissance verte, je fais OK,
T'as pris quelle variable écologique? Toujours. Alors 99%, c'est j'ai pris le carbone. Je fais ok, bon, t'as que le carbone, c'est bien. T'as une couleur sur tout le Rubik's Cube, pas mal, mais bon, n'oublie pas de mesurer les autres. Donc que le carbone, faut pas oublier que c'est juste une forme. La transition écologique, c'est toutes les limites planétaires d'un coup, donc beaucoup plus dur. Et ensuite, tu l'as mesuré comment ton carbone? Là, avec des indicateurs nationaux, territoriaux. Ça, l'empreinte carbone de la Suisse, qui prend en compte les émissions territoriales, donc de ce qu'on produit en Suisse, plus les émissions importées. Les trucs qu'on utilise là, je pense, on les a pas produits en Suisse, on les a importés dans un pays. Et donc les émissions importées, c'est 2/3 de l'empreinte carbone suisse. Donc bien sûr, quand on montre, regarde, j'ai découplé les émissions de production, je sais, c'est super, mais si tu as juste délocalisé ta production industrielle dans d'autres pays, c'est un peu de l'illusionnisme statistique. Donc il y a ça aussi, quand on prend en compte les émissions importées, ça réduit les trucs. Pour le carbone, ça peut réduire dans le sens où ça prend une énorme réduction qui devient une petite réduction, ou une petite augmentation, une stagnation, mais pour d'autres trucs, genre l'empreinte matière, ça montre genre une petite réduction qui devient une énorme augmentation. Et donc là, c'est plus compliqué, c'est l'aspect Loch Ness. Ensuite, bien sûr, il y en a qui peuvent dire « Ok, Timothée, ok, d'accord, il n'y a pas de preuves, mais comment tu fais pour montrer que demain, c'est pas possible ?» Parce que peut-être qu'on va inventer des trucs qui vont nous permettre de faire toutes ces choses. C'est là où on entre, en fait, on passe de l'empirique au théorique. Et on a l'habitude de faire ça dans les sciences. Hein. On peut faire des modèles, des projections et même des théories pour expliquer est-ce qu'un phénomène est plus probable qu'un autre. Et c'est là où je vais utiliser une autre analogie. C'est l'analogie du fumeur, je l'utilise dans le livre, justement, où, imaginez, vous avez fumé toute votre vie, vous commencez à tousser, et donc vous allez voir votre médecin et elle vous dit, regardez la radio de vos poumons, clairement, à 2 paquets par jour pendant 20 ans, vous êtes en train de développer un sacré cancer du poumon. Alors là, instinctivement, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense instinctivement, avec notre instinct de survie et le fait qu'on essaie quand même de sauvegarder sa qualité de vie et qu'on a peur de la mort, on va se dire je vais peut-être essayer d'arrêter de fumer, quoi. Ça, c'est ce que recommanderait d'ailleurs un médecin, ça s'appelle le principe de précaution, de prudence. Et je pense que la plupart des gens feraient ça. Ça, c'est l'approche un peu de la décroissance, de dire aujourd'hui on n'arrive pas à baisser l'empreinte écologique, on commence à constater des dégradations, on est dans un moment un petit peu de panique, et dans un moment de panique, on va privilégier la prudence parce que c'est quelque chose de tellement important, les services écosystémiques, la nature en général, qu'on n'a pas envie que ça se dégringole, comme notre santé. Alors que la croissance verte, je trouve, c'est une posture qui est un peu plus excentrique. Ça serait genre votre médecin, elle vous dirait, alors, oui, en effet, vous avez fumé des cigarettes, ça vous a créé un cancer, machin. Mais si vous arrêtez d'acheter des clopes, ça va arrêter de générer une valeur ajoutée à travers les taxes pour le gouvernement qui pourrait investir dans la recherche contre le cancer. Donc en arrêtant de fumer des cigarettes, vous vous tirez une balle dans le pied. Alors que si vous fumez plus, ça va générer de la valeur ajoutée qui pourrait être investie dans la recherche contre le cancer, qui va pouvoir peut-être inventer une imprimante 3D qui vous permettra d'imprimer des nouveaux poumons. Et là, vous vous dites, ah ouais, peut-être quoi. Mais qui serait prêt à prendre ce pari ? Moi, personnellement, je trouve que c'est un pari très risqué, surtout quand on commence à creuser un petit peu les modèles, les projections, et qu'on voit que, quand même, la plupart nous disent, et c'était les messages du GIEC, encore une fois, que ces technologies qui permettraient un découplage partiel, parce que là on parle que de carbone, les autres trucs il n'y a pas encore de solution parce que théoriquement c'est impossible de produire à partir de rien, mais même ça, genre les émissions négatives, ces technologies qui nous permettraient de supprimer des émissions de l'atmosphère en quantité vraiment colossale, même ça n'existe pas, et pourtant c'est à peu près la moitié, même dans le scénario de neutralité carbone suisse. On prend l'hypothèse, on se dit ça c'est notre budget maximum, et on va dire la moitié on peut continuer à émettre parce que d'ici là, franchement, on aura développé des technologies qui nous permettent de supprimer ces émissions, c'est sûr. Moi je trouve que c'est un pari risqué, et je terminerai avec ça, surtout parce qu'il y a un effet d'irréversibilité. Allez, on revient, on est le fumeur à l'hôpital. Si on arrête de fumer, les poumons s'améliorent. Et là, en effet, on invente des distributeurs automatiques de poumons dans les gares. Trop bien, je peux me remettre à fumer. On sait comment fabriquer des cigarettes, il n'y a pas de souci. Le problème, donc là, la décroissance, elle est réversible. Les phénomènes de déconsommation, de simplicité volontaire, de renoncement productif, aujourd'hui, on saura toujours dans 5 ans, dans 10 ans, comment faire voler un avion, comment produire un SUV, comment élever des vaches pour manger du bœuf. Toutes ces choses-là, on ne va pas l'oublier en quelques années. Par contre, l'autre point, si on se dit, vas-y, je continue de fumer, j'investis dans le solutionnisme technologique, et le point où je suis à l'article de la mort, la médecin, elle nous dit, ah ouais, non, désolé, en fait, ça n'a pas été inventé encore.
peut-être demain. Et ben là, on est vraiment dans la panade. Donc, encore une fois, vu que c'est un problème absolument déterminant pour la survie de notre espèce, l'habitabilité de nos sociétés contemporaines, et là, je pense qu'on a quand même tendance à investir dans la prudence pour ce genre de choses. Ce qu'on fait d'ailleurs pour nos politiques de santé, nos politiques de sécurité routière, nos politiques de sécurité nationale. Enfin, c'est des choses, on fait très attention parce qu'on n'a pas envie que dès qu'il y a une panne d'électricité ou un truc comme ça, il y ait tous les hôpitaux qui s'arrêtent et qu'il y ait toutes les écoles qui ferment. Donc moi, je trouve ça un petit peu cavalier qu'à l'échelle macroéconomique, on prenne tous ces risques alors qu'on n'applique pas le même mode de pensée que l'on applique quand on pense à tous ces problèmes concrets, que ce soit à l'échelle individuelle ou même à l'échelle politique. N'hésitez pas à intervenir. Alors, il y a deux... J'arrive tout de suite. Attendez juste une seconde, je mets un peu de son. Vous y allez. Bonjour, merci. J'ai pas encore lu votre livre, donc j'imagine que vous avez un petit peu historisé la notion de croissance et de croissance. Je sais qu'il y a déjà de nombreuses critiques qui ont été faites depuis de longues années sur notamment la théorie de la croissance, le fameux rapport Meadows qui est très célèbre en 1972. Donc je voulais vous demander si vous pouviez nous donner quelques éléments dans quel, je veux dire, contexte historique s'inscrit aujourd'hui votre pensée critique de la croissance. Ok. Alors, on va faire 3 phases. Donc, 1972, le rapport Meadows, donc un groupe d'ingénieurs au MIT aux États-Unis qui développe le premier modèle sur ordinateur pour faire des scénarios de prospective jusqu'en 2100, qui arrive à démontrer, on va dire un peu scientifiquement rigoureusement, qu'une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Donc ça, c'était quand même une grande révolution scientifique, et c'est devenu aussi un grand moment de discussion parce que le livre a été traduit partout, vendu à des millions d'exemplaires. Donc les gens en ont beaucoup discuté. Ça, à l'époque, on peut appeler ça la naissance de l'objection de croissance. L'objection de croissance, on va dire, c'est un peu l'inquiétude. Parce que, bon, les années 60, les années 70, les pays sont pas encore en dépassement des limites planétaires, c'est plutôt chill, il n'y a pas beaucoup de monde, les niveaux de production sont bien inférieurs, il n'y a pas encore, on va dire, la conscience environnementale autour de la biodiversité, du réchauffement climatique, tout ça, en fait, on n'a pas trop ça dans notre cadre de pensée, donc todo bene. Mais on s'inquiète quand même, on se dit, un jour, ça peut poser problème. Objection de croissance. 2002, la naissance du concept de décroissance soutenable et conviviale en France par des gens justement qui se disaient mais c'est marrant, on n'a pas appris la leçon des années 70 où des gens disaient sonnette d'alarme, attention. 2000, donc quelques décennies après, les tendances exposées dans le rapport Meadows, les limites de la croissance, se sont révélées justes. On entre en dépassement, on invente le cadre des limites planétaires, on se rend compte, il y a les premiers rapports du GIEC, le concept de développement durable, on se rend compte que, waouh, oui, en fait, on s'approche du mur, on l'a peut-être déjà entré dedans dans certains cas, et ça devient un problème. Et là, le concept de décroissance et enfin soutenable et convivial en France, c'est des personnes qui se disent on a besoin de concepts un peu plus précis. C'est-à-dire que le développement durable du Malawi, de Madagascar, de l'Inde, du Luxembourg, du canton de Vaud, de la ville de Genève, c'est un terme un peu valise. Et donc, ils disent on va déjà faire une grande division entre les pays qui sont encore pauvres, qui vont avoir besoin d'avoir accès à beaucoup plus de ressources énergétiques et matérielles pour pouvoir produire plus. Là, on peut parler de développement durable dans le sens un peu classique du terme, quoi, de l'agitation économique pour pouvoir arriver à un endroit où il y a assez d'infrastructures pour que tout le monde puisse satisfaire ses besoins. En gros, un rattrapage pour que la qualité de vie puisse être haute en termes d'espérance de vie, de liberté d'expression, de mobilité, d'accès à l'éducation. Mais pour que cela puisse se faire, il faut bien sûr qu'il y ait des ressources disponibles, il faut qu'il y ait un budget carbone ou quoi. Et donc, décroissance dans les pays du Nord, qu'il faudrait organiser pour qu'elle soit donc convivial et soutenable, parce que c'est quand même mieux une décroissance choisie qu'un effondrement subi. Si on peut choisir entre le régime ou l'amputation, bon, je pense qu'on préfère le régime. Donc, eux, ils se sont mis à théoriser cette espèce de régime. Et donc ça, c'était début des années 2000, un concept assez niche, même si c'est pas mal développé en Italie, en Catalogne, en Espagne, au Québec. C'est un concept
au début, c'est un peu, vous savez, c'est comme les fruits et légumes moches là au supermarché que personne n'achète. Bah, la décroissance, il est né concept moche. Il est arrivé comme ça, genre, et les gens étaient, c'est dégueu, on veut pas parler de ça. Mais pourtant, ça a stimulé les discussions. Et c'est pour ça, c'est une belle ouverture que tu as fait tout à l'heure, parce que c'était une controverse stimulante. Les concepts académiques, ça sert pas à faire joli. Ça sert justement à nous faire voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Parfois, ça peut être des choses dérangeantes, mais c'est pas grave. Au moins, ça stimule notre intelligence collective pour qu'on puisse, on va dire, muscler notre capacité à résoudre des problèmes. Et donc, la décroissance, elle a fait ça au fil des années 2000, de manière un peu sauvage, à travers des livres, en dehors des universités, et ça s'est institutionnalisé. Et à la fin des années 2000, en fait, ça a été traduit en anglais. Il y a eu la première grande conférence en 2008 à Paris, et donc c'est devenu Degrowth. Et là, tout d'un coup, il y a eu des gens comme moi, ça n'existait pas avant. Donc des gens, par exemple, qui écrivent un doctorat sur le sujet de la décroissance. Donc moi, j'ai le premier doctorat en sciences économiques sur la décroissance, et des gens qui deviennent chercheurs, professeurs, spécialistes de la décroissance. Donc ça gros turbo boost de notre compréhension du concept. À l'époque, imaginez le premier article scientifique donc publié dans un journal revu par les pairs, c'est 2007. À l'époque, il y en avait 3 par an. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines par an. Et on a à peu près 1200 articles académiques qui ont été publiés en anglais depuis cette époque, sur plein de questions, sur le lien décroissance-chômage, décroissance géopolitique, décroissance-organisation de l'entreprise, philosophie de la décroissance, généalogie de la décroissance. Donc on en a pas mal appris. Et il y a eu un autre développement. Je termine avec ça pour éviter le gros tunnel, mais quand on parle décroissance aujourd'hui, donc le décroissance c'est le concept, mais il y a 3 éléments. 3 éléments qui viennent un peu suivre cet empilement historique. Donc l'objection de croissance, elle est toujours là. La décroissance, c'est une théorie critique. Quand on parle de décroissance, c'est une critique de la croissance, de son hégémonie, une critique qui peut être une objection sociale, une objection politique, une objection écologique. De dire par exemple que la croissance ne permet pas d'éradiquer la pauvreté, c'est une objection sociale à la croissance. Olivier de Schutter, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'éradication de la pauvreté et des droits humains, il a écrit un rapport, là, éradiquer la pauvreté au-delà de la croissance, où il développe une objection sociale. On peut faire aussi, moi j'ai développé une objection biophysique, de montrer que la croissance, en fait, elle a des limites biophysiques. Donc ça, l'objection des croissances. Ensuite, il y a un aspect stratégie de transition. Donc se dire, quand on applique l'objection de croissance, surtout sur des pays en surchauffe écologique comme la Suisse, on se rend compte qu'il va falloir utiliser la décroissance comme régime macroéconomique. Donc ça, je l'ai défini dans le livre. Le livre, principalement, ça parle beaucoup de ça. Donc une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Ça, c'est la décroissance comme stratégie concrète. On pourrait regarder, faire donc plein d'actions en Suisse de transition écologique. On mesurait le avant, le après. L'économie, elle serait plus petite. On pourrait dire la Suisse est entrée en décroissance. Mais il y a un 3e élément, et souvent on parle de post-croissance pour décrire cet élément. C'est l'élément un peu projet de société. Et là, on l'a effleuré tout à l'heure avec cette belle question sur l'économie sociale et solidaire. C'est qu'il y a tout un pan de la littérature maintenant qui se concentre sur l'après-croissance. C'est-à-dire, ok, très bien, le régime biophysique, mais ça ne va pas durer pour tout le temps. Comment est-ce qu'on fait pour organiser l'économie après ? Par exemple, comment est-ce que vous financez les services publics sans créer ce qu'on appelle une impérative de croissance ? Donc ça, c'est intéressant, ça se rejoint avec des littératures sur le post-capitalisme. Et donc, ces 3 éléments, on a le rejet, la théorie critique, on a le trajet, la stratégie de transition, et on a le projet, cette espèce d'utopie de la post-croissance. Et aujourd'hui, on a vraiment l'ébullition de ces 3 trucs, bien sûr, qui s'empilent. Et c'est pour ça que c'est dommage, moi souvent on m'invite à la radio ou à la télé, là j'étais à la RTS tout à l'heure, et quand on parle de décroissance, on entend juste moins juste moins faire. Mais on voit pas quand même la puissance de cette théorie critique qui nous permet de mieux comprendre, on l'a vu tout à l'heure, mieux comprendre l'origine de la valeur, les mécanismes de richesse, d'organisation sociale. Donc en sciences sociales, c'est très important, ça nous apporte des connaissances qui ont de la valeur, et c'est aussi une utopie qui peut éduquer notre désir pour des choses qu'on ne pensait pas pouvoir exister. Les monnaies complémentaires, les monnaies locales, les coopératives à but non lucratif, les budgets participatifs, toutes ces choses-là, en fait, qu'on ne connaissait pas avant, où on pensait que c'était des choses à la marge qui ne pouvaient pas survivre, et là d'un coup on se dit, tiens, en fait, toutes ces choses, elles pourraient faire système et donner naissance à une économie alternative qui ne serait plus capitaliste, vu qu'elle aurait changé un petit peu de logiciel. Ça a une valeur, ça nous donne, ça nous enrichit un peu, ça muscle notre imaginaire. Et bien sûr, la stratégie de transition, autant vous dire que ça a une grande valeur, parce que le jour où vous vous retrouvez dos au mur
Je l'ai dit, décroissance choisie ou effondrement subi, avec pas les mêmes coûts et pas les mêmes conséquences pour les deux stratégies. Et ben là, on est bien content quand même d'avoir des scénarios de chiffrage. Et regardez la votation populaire qu'on a eue là il y a quelques semaines sur les limites planétaires. J'ai épluché l'intégralité des débats sur les médias. Franchement, il n'y avait personne qui était fichu de nous dire à peu près la hauteur de la marche et ses implications économiques en termes de nombre d'emplois, en impact sur le pouvoir d'achat des ménages, en impact sur les finances publiques, en répercussion sur les relations internationales. On ne savait même pas de combien, il n'y avait pas de consensus sur de combien il faut baisser l'empreinte écologique suisse sur derniers impacts. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre une décision comme ça ? C'est comme si la docteure, elle vous disait « Ah, vous lui dites, ok, mais genre, je peux fumer combien de cigarettes par jour en restant safe ?» Entre 0 et 300. Bah génial, bah on va débattre là-dessus. Donc moi, bon, c'est pour ça que je suis avec mes collègues en Suisse, nous on essaye de créer ces chiffres-là. Et ça, je pense que ça nous permet de prendre des décisions, de faire le pour ou le contre, hein, on reste dans des démocraties et surtout en Suisse, de se dire, bah voilà, on peut décider de ne pas le faire, mais au moins on le fait en conscience, de savoir les véritables répercussions. Et je pense que quand on arrive à mesurer un petit peu les utilités sociales, les indicateurs écologiques, et qu'on les met ensemble, en tout cas nous c'est ce qu'on fait dans nos études, on voit quand même qu'il y a des décisions aujourd'hui qui paraissent inutile, ou de se dire pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à faire la décroissance, ça va être rattrapé par d'autres pays, ça va nous mettre... Mais en fait, on les voit sous un autre jour, comme la prévention, et ça pourrait, je pense, potentiellement nous faire changer d'avis. Magnifique. Alors, il y a une question là-bas. Je vous donne le volume dans une seconde. On va reparler dans quelques minutes, un petit peu plus tard, de ces projets de post-croissance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quelles sont les différentes options? Monsieur, je vous donne le son. Merci beaucoup. Je voulais vous demander qu'est-ce que je dois dire à mes amis indiens ou chinois qui me disent que c'est grâce à la croissance qu'ils sortent des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Bah, déjà, de lire le rapport d'Olivier de Schutter, qui est quand même l'expert mondial du UN de l'éradication de la pauvreté, qui travaille avec donc les experts en éradication de la pauvreté dans tous ces pays, dans tous les Suds globaux. Et on sait que ce n'est pas la croissance économique qui éradique la pauvreté. La pauvreté, c'est une situation, on comprend, hein, c'est une situation d'insatisfaction. Une pauvreté, par exemple, alimentaire, c'est ne pas avoir accès à assez de calories ou à la qualité des aliments dont on aurait besoin. Maximiser le PIB, ça va pas vous résoudre un problème de pauvreté alimentaire si ça vient pas créer des aliments supplémentaires qui se retrouveront dans les mains de ceux qui en ont besoin. Donc ça, je pense que c'est l'évolution. Ce qu'il faut leur dire, c'est que l'éradication de la pauvreté, ça passe par des politiques ciblées qui permettent de satisfaire des besoins insatisfaits. C'est ça. L'espèce de raccourci bouton magique de booster le PIB, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas dans nos pays. On pourrait dire dans nos pays à haut PIB, nous au moins on a des canaux de redistribution. Enfin, on a des services publics développés. La pauvreté extrême absolue augmente en France depuis des décennies, malgré la croissance économique. C'est quelque chose qui est complètement décorrélé. Donc, et la deuxième chose, c'est de se dire que toute situation, l'éradication de la pauvreté, c'est déjà compliqué, mais l'éradication de la pauvreté dans une situation de crise écologique, où là, il y a des pénuries de matières premières, il y a de plus en plus de canicules, il y a de plus en plus de sécheresse, il y a de moins en moins d'insectes, et donc c'est de plus en plus difficile de faire pousser de la nourriture, et bien là, pour le coup, ça devient un défi de taille. Donc la décroissance dans les pays riches, qui ont atteint une sorte de maturité économique, ça permet justement de créer une marge de manœuvre pour tous ces pays, l'Inde, la Chine et beaucoup d'autres pays et d'autres régions. Ça leur facilite la tâche. Pas la tâche de juste créer de la croissance comme ça. Bien sûr, une partie de ce surcroît d'activité peut prendre une forme de valeur ajoutée marchande et peut parfois prendre une forme de valeur ajoutée non marchande. Il n'y a pas de souci, mais ce qui est important, c'est la qualité de vie. C'est pour ça que moi, le découplage, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bébête de se dire qu'il faut verdir la croissance. Verdir la croissance, c'est montrer le doigt qui montre la lune. Il faut verdir le bien-être. En fait, il faut verdir notre capacité à satisfaire des besoins. Et donc, par exemple, si on prend les budgets bien-être, il faut qu'on arrive à maximiser la qualité de vie. Une stratégie de développement pour un pays, c'est avoir l'une des qualités de vie les plus hautes du monde possible, la meilleure espérance de vie, les systèmes de transport les plus adéquats pour répondre aux besoins de mobilité d'une population, mais avec l'empreinte écologique la plus petite. Le PIB, là-dedans, bon, on s'en fiche un peu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on compare les pays, si on prend un pays, par exemple, pour regarder la valeur marchande du système de santé aux États-Unis, extrêmement prospère.
énormément de fric, énormément de contributions à la croissance. Le système de santé américain, il pèse lourd dans le PIB parce que tout est marchandisé, c'est très cher, donc ça crée des valeurs marchandes. Est-ce que la qualité de vie liée à la santé aux États-Unis est meilleure que celle en Europe? Non. Vous prenez un pays comme le Portugal qui a une portion du PIB par habitant comparé aux États-Unis, ils ont un niveau de santé qui est bien meilleur que celui des États-Unis. Surtout que les États-Unis, malgré une croissance positive du PIB, arrivent à faire décroître leur espérance de vie. Donc là, on est vraiment dans de l'anti-économisme par excellence. Donc, et dans cette étude, là, ça montrait par exemple, non seulement pour si on prend qualité des services de santé et qualité de l'éducation, donc les deux indicateurs non monétaires de l'indicateur de développement humain, et ben, il y a une trentaine de pays en fait, qui font beaucoup mieux que les États-Unis, mais avec beaucoup moins de PIB. C'est des pays, la Slovénie, la Grèce, le Portugal, l'Italie, bon, la France, la Suisse en fait sûrement. Bon, la Suisse, je sais pas si elle en fait pas, elle en fait pas partie parce que la Suisse a un PIB par habitant très élevé, donc ça. Elle va pas être dans la catégorie des gens avec un PIB par habitant inférieur à ceux des États-Unis, mais ça montre bien que la taille, cette taille mesurée avec l'indicateur aveugle, ça nous dit rien en notre capacité en fait à résoudre des problématiques complexes comme la transition écologique ou ici une autre problématique tout aussi complexe qui est l'éradication de la pauvreté. Oui, je vous passe le micro. Vous m'entendez? Bonjour et merci beaucoup. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en début de séance sur le fait que le concept de PIB est né en fait dans les années 1930-1950. Moi, j'avais pas du tout conscience de ça et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est assez jeune et que du coup, on peut peut-être dans une génération ou deux repenser un peu la manière dont on pense l'économie et le bien-être. Et ça me fait penser à une conférence de Aurélien Barraud, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un astrophysicien qui prône beaucoup l'écologie et qui, dans ses conférences, expliquait que souvent on lui opposait à ses arguments écologiques que ben oui, mais tout ça c'est pas possible en fait de repenser la manière dont on fonctionne sur les limites planétaires parce qu'il y a la réalité économique. Et ce qu'il disait, c'est que la réalité économique, elle a été inventée par la société, elle a été inventée par l'humain. Au contraire des réalités physiques, voilà, l'atmosphère, la biologie, etc. Ça, on n'a pas de contrôle dessus. Et donc, du coup, je me dis, l'économie aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûterait selon vous pour qu'on repense complètement la manière dont elle façonne notre société? Là, on avait des exemples d'économie alternative, ça reste marginal. Combien de temps il faudrait et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça devienne progressivement un peu plus la norme? C'est dur à dire, mais c'est vrai que c'est important de rappeler que l'économie, en fait, elle a été inventée. Alors, dans le livre, je fais bien la différence entre l'économie anthropologique, l'organisation sociale de la satisfaction des besoins. Ça, vous pouvez imaginer, dans toute société de tout temps, il y avait quand même des règles sociales qui faisaient en sorte que les gens coopéraient, une certaine division du travail, peut-être un peu d'échange, du troc, de la réciprocité. Voilà. Mais cette notion d'économie comme objet propre, donc on l'a vu, elle a été mesurée elle a été, on va dire, considérée comme désirable pour la première fois dans les années 50 avec les théories de la croissance et la naissance de l'hégémonie de la croissance dans les milieux politiques, dans les années 60. Elle a été mesurée pour la première fois dans les années 30 et elle a été créée comme entité philosophique à la fin du XVIIIe siècle avec la naissance de l'écologie politique. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas. On ne pouvait pas dire l'économie de la Suisse comme État-nation versus la Suisse. Non, c'était la Suisse. Il n'y avait pas de division conceptuelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu prisonnier de ce prisme où en fait l'économie est devenue notre prisme d'interprétation de la réalité. Et donc on a tendance à avoir cette opposition entre le réalisme économique, c'est-à-dire ce que l'on pense possible dans l'économie, et le réalisme réel. Alors, un système économique, c'est comme un jeu de société. C'est vraiment la même chose. C'est comme un jeu de société. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont un jour été inventées par des gens, on dit que c'est socialement construit, et on y joue. On décide d'y jouer ou on est forcé d'y jouer. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Bon, le jeu économique aujourd'hui, il ressemble pas mal au capitalisme, si on est assez critique de ça là, mais c'est un jeu, c'est-à-dire que comme dans tous les jeux, on pourrait décider de faire à pouce là, franchement on arrête, la maison est en feu, peut-être on sort, tu vois, on va pas continuer à jouer au Monopoly, sinon on va tous clamser. De la même manière que voilà, pendant une période de guerre ou une période de pandémie, ou je sais pas, on peut se dire pause
suppose, là, cette règle du traité de Maastricht, on va peut-être pas la suivre si ça nous embête un peu trop. En fait, c'est modelable. C'est quelque chose, c'est une invention sociale. Et donc, il y a un intérieur et un extérieur à ce jeu. Et aussi, le jeu, il peut changer de règles d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, le jeu, il est tellement intense. Il est tellement intense que c'est un jeu un peu à la Jumanji, où on s'est fait absorber dedans et on peut vraiment mourir dans l'économie. C'est-à-dire que si tu n'as pas assez de pouvoir d'achat, si tu gagnes pas assez au Monopoly, eh ben, tu vas dormir dehors. Si tu vas dans un supermarché, même si tu es mort de faim et que tu n'as pas le 1 franc suisse pour acheter ta pomme, eh ben, on va pas te la donner. C'est ce qui est quand même, c'est une réalité sociale assez moderne, parce que les anthropologues nous disent, bon, la plupart des sociétés, ils avaient un jeu économique aussi, mais c'était un jeu tellement périphérique, où genre, bon, les gens, ils travaillaient un peu, ils jouaient aux trucs de l'économie, mais après, leurs identités, elles étaient définies par d'autres choses. Il y avait beaucoup par la spiritualité, par des activités collectives. Nous, on est vraiment hardcore dans notre Monopoly économique, et on en oublie que c'est un jeu. Donc ça, c'est notre premier problème. Et alors combien de temps ça nous en prendrait pour en sortir, je sais pas. Franchement, c'est impossible à dire. Mais la première manière d'en sortir, c'est de réaliser que ces choses-là. Et oui, je termine avec un débat, moi, qui m'avait passionné. Donc, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, une entreprise donc d'extraction d'énergie fossile, avait débattu avec Jean Jouzel, qui est un climatologue français. Jean Jouzel, un scientifique donc assez âgé, donc co-auteur du GIEC, très respecté en climatologie, un expert du climat, sciences naturelles. Et donc Jean Jouzel venait un petit peu expliquer les résultats du dernier rapport du GIEC sur la mécanique entre l'émission des gaz à effet de serre et le réchauffement du climat. Il disait, bon, bah voilà, si on veut vraiment maintenir le climat dans un stade habitable, il va falloir émettre moins de gaz à effet de serre. Et il expliquait Et là, Patrick Pouyanné le regardait et fait, mais monsieur Jouzel, vous n'êtes pas réaliste. Et là, c'est marrant. Parce que c'est comme si tu avais un expert en Monopoly qui t'expliquait le fonctionnement du corps humain, tu vois. L'économie, elle est composée de personnes. Nous sommes des animaux. Nous répondons aux lois de la biologie et aux lois de la physique. Tout ce que nous utilisons est composé de matière. Tu peux créer une règle dans l'économie qui peut dire que les gens peuvent respirer sous l'eau, ça ne va pas les faire respirer sous l'eau. Et donc, le réalisme, quand même, il devrait être encastré. C'est-à-dire, le réalisme économique, il devrait être encastré dans un réalisme biologique, encastré dans un réalisme physique. Donc, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais choisi un peu la montagne inversée, on est dans une espèce d'ère un petit peu bizarre, où les économistes, ou encore pire, des entrepreneurs et chefs d'entreprise, tous trois sortis d'école de commerce, viennent nous dire... Non, mais maintenir l'habitabilité de la Terre, mais complètement utopique, votre truc. Et donc là, il faut vraiment, je pense que c'est l'un des combats de notre décennie, c'est que l'utopie change de camp. Et justement, que ce soit cette espèce d'idéologie croissanciste, où on peut, sans preuve véritable, continuer à produire et consommer plus, même si ça augmente pas la qualité de vie, tout en déglinguant notre budget biophysique, dont une partie du budget physique qui devrait être utilisée par des pays en développement pour pouvoir accès à des choses dont ils n'ont pas encore accès. Et ça, c'est ça, en fait, ils devraient hériter du fardeau de la preuve. Faire, ok, peut-être vous avez raison, mais démontrez-nous ça et nous dites pas que nous, on est des espèces d'uluberlus, des doux rêveurs, que Jean Jouzel est un idéologue dangereux. Enfin, là, c'est ce qui est en train de se passer, aux États-Unis notamment, et sous d'autres angles aussi dans d'autres pays, où en fait, on est en train d'idéologiser des scientifiques, des sciences naturelles. Et donc, on a une pensée ultra-libérale, pro-business, qui en fait voit la lutte contre le changement climatique, par exemple, comme un obstacle à la maximisation des profits des entreprises, et donc qui va créer cette espèce de récit de censure, de leur dire, mais non, arrêtez avec votre idéologie pro-habitabilité de la Terre, là, vous nous saoulez, alors qu'eux, enfin, nous sommes des humains. Nous sommes à tout jamais prisonniers d'idéologie et de vision du monde. Il n'y a pas de pensée neutre. Mais quand même, quand on est scientifique, notre travail, et nous sommes formés pour ça, c'est d'essayer de faire la différence entre les choses que l'on sait et pour lesquelles on peut apporter des preuves, et les choses que l'on veut, que l'on peut justifier plus ou moins bien. Mais sauf à renier l'existence même de la science, des connaissances, de la vérité, en fait, on ne peut pas aujourd'hui
faire ce déni de réalisme tel qu'on le voit dans ces débats. Magnifique. Je repasse tout de suite la parole. J'arrive tout de suite. Plusieurs personnes qui souhaitent intervenir. T'as beaucoup mis le doigt. On peut encore aller plus loin sur les limites de la croissance, les limites planétaires. J'aimerais aussi t'entendre un tout petit peu sur les limites en termes de sphère de reproduction, de budget temps, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle finalement assez peu et assez peu souvent. Quand on parle de croissance, limite de la croissance, on parle tout de suite aux limites planétaires, mais il y a aussi les limites humaines là derrière. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage ? C'est la même logique de se dire, les écosystèmes, ils ont un fonctionnement, une espèce de vitesse de croisière qui donne lieu à des budgets limités. Si vous avez des poissons dans le lac et vous pêchez tout d'un coup, les poissons ils vont cesser d'exister. Si vous en pêchez juste un par an, ils vont pouvoir continuer à évoluer. Et cette logique de la finitude, du budget fini, c'est aussi temporellement parlant. C'est-à-dire que la journée, elle fait 24 heures. La journée en 1930, elle faisait 24 heures. La journée, à la publication des livres d'Adam Smith à la fin du XVIIIe siècle sur l'invention de l'économie, elle faisait 24 heures encore. Et en fait, on choisit d'allouer ces heures pour faire des trucs. Mais on ne peut pas faire une infinité de trucs dans la vie. Alors bien sûr, il y a des progrès techniques qui nous permettent de faire plus de trucs en moins de temps, mais là encore, on se rappelle de l'exponentialité. Et donc, au bout d'un moment, et là, je pense le burn-out est vraiment le meilleur symbole de la surchauffe sociale des sociétés capitalistes modernes, où on se rend compte que ça va trop vite. Et de la même manière qu'on peut avoir des effondrements écosystémiques, on peut avoir des effondrements socio-systémiques, ce qu'on appelle aussi des récessions sociales. Je vous donne un exemple. Allez, on va dire, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont en copropriété. Et vous vous dites, bon, allez, on va maximiser notre revenu, donc on va travailler de plus en plus, on va prendre un deuxième emploi, peut-être un emploi le week-end, travailler un peu le soir. On n'a plus le temps de parler à ses voisins. Plus du tout. Mais vraiment, genre, on ne se connaît même pas. La moindre peau de banane dans l'entrée va devenir un conflit international. On se fait plus confiance, on se connaît pas, on se rend plus de service. Et donc le moindre truc peut dégénérer. Alors qu'au contraire, ça encore c'est des études des sociologues qui arrivent à bien montrer, dans des sociétés où les gens ils ont du temps, où ils font la fête des voisins, où ils se rencontrent, ils prennent le temps de discuter, ils se gardent les enfants les uns des autres, ils vont jouer ensemble parce qu'ils ont aussi un petit jardin partagé. Et quand il y a une crise, il y a des protocoles de résolution de crise. On en parle. Et quand il y a un problème, par exemple, vous perdez votre emploi, et là, vous avez des mécanismes d'entraide qui se mettent en place. Alors que si vous n'avez aucun pote et vous perdez votre emploi, et là, tout de suite, vous allez tomber dans la pauvreté. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Et donc là, on voit que la croissance, non seulement, si elle continue, elle peut épuiser notre budget temporel, et ça, c'est chiant, parce que peut-être on n'a pas envie de passer notre vie à travailler. Enfin, moi, comme John Maynard Keynes, si d'une année à l'autre, on augmente le temps de travail, je me dis, l'économie, elle fonctionne mal. Surtout quand on augmente le temps de travail dans des pays riches, soi-disant riches. Enfin, c'est paradoxal. Les pays riches, c'est des pays où on pourrait se permettre justement de ne pas travailler beaucoup. Alors que dans des pays pauvres, on pourrait se dire, s'ils veulent vraiment s'agiter économiquement pour pouvoir satisfaire des besoins insatisfaits, c'est vrai que ça va pas se faire de nulle part, il va falloir bosser un peu plus. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on bosse un peu plus ? Et donc, on a cette idéologie un petit peu travailliste où, en fait, on bosse pour faire tourner l'économie. Et on crée des emplois pour faire tourner l'économie, et on fait tourner l'économie pour créer des emplois. Et John Maynard Keynes, d'ailleurs, il disait, vous voulez le plein emploi, c'est facile, vous payez la moitié de la population à creuser des trous et l'autre moitié à les reboucher. Et c'est vrai, vous avez le plein emploi, c'est bien. Donc ça, c'est la finitude sociale où on se dit que, par exemple, on reprend le 2% de réduction du temps de travail annuel qui va libérer du temps. Alors, quand on libère du temps libre, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart des gens, ils ne sont pas là chez eux à juste regarder la télé. Des gens, ils vont lire des livres, ils vont créer des associations, ils vont faire des activités en fait qui génèrent énormément d'utilité sociale. Parfois même plus d'utilité sociale qu'une entreprise. Vous allez avoir parfois quelqu'un qui travaillait, peut-être ce que l'anthropologue David Graeber, il avait un bullshit job dans une grande entreprise, il faisait des PowerPoint, des rapports que personne ne lit. Tu libères le temps de travail et là, cette personne va lancer une association. Les bénévoles ne sont pas pris en compte dans le calcul du PIB. Donc toute l'activité bénévole, ça c'est hors PIB. Donc là, on comprend bien sûr l'importance de l'activité bénévole, non seulement pour le fonctionnement de nos vies artistiques, spirituelles, politiques, pour nos loisirs. Alors, imaginez par exemple, donc l'intégralité des clubs de sport en France, c'est bénévole. C'est géré bénévolement. Donc on pourrait dire que notre capacité à travailler collectivement, qu'on apprend quand on est enfant, quand on est au club de foot, au club de badminton, ces trucs-là, imaginez si on n'avait pas cette économie bénévole.
Donc ça serait une perte de richesse immense. Donc si on réduit un petit peu l'allocation des heures dans le secteur marchand, pour augmenter un petit peu l'allocation des heures dans des secteurs non marchands mais à forte teneur d'utilité sociale, peut-être qu'on peut s'améliorer. On peut améliorer en fait la qualité de vie. Et en plus aujourd'hui, les gens ils disent la décroissance ça crée un problème de chômage. Là je vais dire quelque chose de radical. Ok, mais le chômage, ça peut se voir aussi comme la libération du temps libre. Et je parle pas du chômage, c'est-à-dire qu'on va vous prendre et vous exclure. Donc ça, c'est un chômage traumatisant. On va vous exclure de la participation économique, on va vous retirer votre salaire et vos droits sociaux. Là, bien sûr, c'est le pire truc qui puisse vous arriver aujourd'hui. Mais de se dire plutôt, tiens, on va utiliser nos gains de productivité pour libérer du temps libre, là, c'est une bonne chose. Donc moi, aujourd'hui, quand on me dit, tiens, mais Timothée, ok, mais si on fait moins de bœufs ou de vols nationaux ou de publicité, ils vont faire quoi les publicitaires ? Et moi, je fais, ça va libérer des neurones disponibles pour faire des trucs plus utiles. T'imagines, on gâche la créativité de nos esprits les plus innovants, on les enferme pendant 5 ans dans les écoles de commerce pour apprendre le marketing, et ils sont là à passer 40 heures, 50, 60 heures par semaine à faire des pubs pour des frites qui nous font chier sur les abribus. Non mais, et on appelle ça de la prospérité. Donc je me dis, tout ce qui va permettre de libérer des ressources humaines qui vont ensuite être disponibles pour d'autres choses, et moi je fais confiance à vraiment non seulement notre créativité infinie, mais aussi notre capacité collective à choisir des activités qui nous donnent du sens. Donc là, pour moi, ça serait un développement intéressant. Très bien, je fais circuler le micro, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui attendent. Je pose la question par rapport à la France, qui est un marché que tu connais peut-être mieux, on va dire ça comme ça. Mais si tu étais ministre de l'économie demain, ce serait quoi tes 3 ou 5 principales mesures ? Alors, ministre de l'économie demain en France, la première mesure, déjà, ce serait une grande réforme de la comptabilité nationale. Et pour le dire de manière un petit peu punchline, ce serait juste d'oublier la recette du PIB. Ça serait de lancer en fait un grand calcul d'évaluation de la richesse sociale. Et de faire ça en parallèle, bien sûr, d'un grand calcul des limites planétaires. Et ensuite, de véritablement lancer des indicateurs qui nous permettent de connecter les deux. Ça, c'est le concept du donut, un peu de Kate Raworth, de se dire, en fait, le but, c'est on va pas dire maximiser, mais le but, c'est d'optimiser la qualité de vie, donc notre richesse sociale, tout en minimisant l'empreinte écologique. Et en fait, toutes les politiques économiques vont découler de ce principe moteur, qui aura son propre logique de comptabilité. Bon, ça déjà, ça va pas être très populaire. En France, bon, peut-être ici, je pourrais être ministre de l'économie en Suisse. Bon, peut-être pas. Après, il y a des... Moi, je vais choisir peut-être 3 mesures symboliques. J'ai parlé tout à l'heure d'impératif de croissance. En fait, un système économique, c'est comme un jeu. Un jeu, il y a des règles, il y a des joueurs et il y a un objectif. Si vous êtes dans une économie où l'objectif du jeu, c'est d'augmenter votre pouvoir d'achat, d'augmenter vos profits et d'augmenter votre PIB, ça va pas le faire. Donc là, il faut supprimer certains impératifs de croissance. Et donc, moi, je reviens toujours à la publicité parce que je trouve la publicité, c'est très symbolique. C'est un gâchis de ressources humaines et énergétiques monstre pour inciter à consommer des trucs dont on n'aurait sûrement pas besoin de la manière la plus inefficace possible, parce que la publicité, elle est exposée à un nombre infini de personnes, alors que, imaginez la proportion de personnes qui se retrouvent confrontées tous les matins à cette pub de frites, qui avaient vraiment envie de recevoir des informations à ce moment de la journée sur quel genre de nourriture je pourrais obtenir si j'allais dans un McDonald's, si je ne le savais pas déjà. Et même cette information, je ne l'aurais pas, car la publicité n'est pas factuelle, je me retrouve juste avec une grosse photo de frites. Alors que toutes les publicités, vraiment dans une société pragmatique et rationnelle, on aurait une entité indépendante qui gérait une plateforme, genre voiture.com, voiture.ch, où toutes les marques pourraient envoyer leurs informations et des pubs publicitaires si on veut vraiment faire de l'art commercial. Et si j'ai envie d'acheter une voiture, je vais sur voiture.ch pour pouvoir consulter l'intégralité des informations et des pubs de chaque marque. Et je ne serai pas vulgaire, je n'enquiquine pas l'intégralité de la population tous les jours en leur rappelant leur incapacité de s'acheter le dernier SUV de luxe qu'on voit tous les matins en bas de chez soi. Donc, ma mesure symbolique, ça serait une grande politique d'éradication de la publicité.
Bon, je vais en prendre une deuxième qui est encore moins populaire. Je ne sais pas si elle fera applaudir. Elle me fera peut-être expulser de la Suisse. Mais bon, vous connaissez... Levez la main si vous connaissez Thomas Piketty. Ok, Thomas Piketty, économiste français qui travaille depuis des décennies sur les inégalités. Et Thomas Piketty, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, de 2013, il a découvert un truc assez intéressant. C'est que le capitalisme, donc le jeu capitaliste dans son fonctionnement normal, il a tendance à enrichir ceux qui sont déjà riches plus rapidement que ceux qui ne sont pas encore riches. On comprend. Si vous avez de l'épargne, si vous avez quelques appartements à Lausanne, d'ailleurs si vous en avez un, vous pouvez me le louer, merci beaucoup, et ben vous allez recevoir des loyers, des trucs comme ça, alors que si vous n'avez pas d'épargne, vous allez recevoir essentiellement votre salaire si vous avez la chance d'avoir un emploi. Et donc, il nous montre que quand R est supérieur à G, donc quand le taux de retour, on va dire le taux d'enrichissement des personnes qui investissent leur capital est supérieur au taux de croissance générale et surtout au taux des salaires, bah, c'est-à-dire que les inégalités vont augmenter. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que la publicité, par exemple, c'est quoi ? C'est des entreprises qui décident d'investir, de dépenser des trucs pour justement arriver à générer plus de ventes, pour générer plus de profits. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que, par exemple, McDonald's veut générer plus de profits ? McDonald's n'est pas dans une quête évangéliste de généralisation de la frite. McDonald's veut juste, en fait, distribuer des dividendes à des actionnaires. C'est d'ailleurs sa responsabilité légale. Les gestionnaires, le PDG de McDonald's peut être évicté, mesuré en fonction de sa capacité à générer des dividendes. C'est une société actionnariale. Et donc, bien sûr, si on ne change pas cette règle au niveau des entreprises, les entreprises continueront de jouer au jeu, de tout le temps essayer de maximiser. Donc, rien qu'imaginer, donc moi, ministre de l'économie, qui commence à décréter de se dire, bon, déjà, toutes les entreprises, dans des secteurs qui vont être fortement impactés par la transformation sociale et écologique, par exemple les entreprises d'énergie fossile, en fait, ne peuvent pas rester des entreprises à but lucratif. Ça devient des entreprises d'utilité publique, d'utilité collective. Ça ne veut pas dire on a besoin de les nationaliser, mais ça veut dire qu'on ne peut plus distribuer, par exemple, les surprofits pétroliers à des individus, parce que bien sûr, ça crée un petit biais. Ensuite, quand on leur demande « ouais, changement climatique, ouais, mais donc on peut pas, ça bloque un petit peu le débat démocratique parce qu'en fait il y a une incitation d'enrichissement qui est irrésistible, qui est absolument irrésistible. Alors que si vous avez une entreprise à but non lucratif, comme il en existe de plus en plus, surtout dans l'économie sociale et solidaire, vous pouvez prendre une véritable décision de se dire bah voilà, nous on va décider de se placer sur une niche, peut-être les énergies renouvelables ou faiblement carbonées. On renonce à extraire des trucs qui auraient pu être potentiellement extrêmement lucratifs, mais on peut se permettre de le faire parce que justement on a pris une certaine distance vis-à-vis de la lucrativité. Donc ça peut s'appliquer d'abord dans certains secteurs. Moi, je pense notamment à la santé, par exemple les EHPAD en France et les crèches. EHPAD et crèches, c'est un truc qui a été forcément marchandisé. Donc, selon la logique capitaliste, on marchandise, ensuite on coupe les coûts, on maximise les prix pour maximiser la valeur ajoutée. On se retrouve avec des trucs où la qualité du service rendu est bien inférieure à celle dans les EHPAD et dans les crèches publiques ou auto-organisées, mais avec un prix démesuré. Alors, ça booste le PIB, mais c'est contre-productif et anti-économique. Donc là, de se dire les services à la petite enfance et aux personnes âgées, c'est quelque chose de tellement important et essentiel que ça devrait rester en dehors de l'économie marchande, un peu comme les greffes d'organes. On n'a pas marchandisé les greffes d'organes. Bon, et ben donc on peut se permettre d'osciller, de se dire ça on va marchandiser, ça on va démarchandiser, et on a le droit de changer aussi, de se dire bah tiens, aujourd'hui pendant la transition écologique, jouer au Monopoly avec les énergies fossiles c'est un peu dangereux. Peut-être une fois qu'on aura terminé le régime, on sera en économie stationnaire, on peut revenir à un certain degré de marchandisation contrôlée, pas de souci. Ça, c'était ma deuxième, et j'en profite pour une petite troisième que je cale là comme ça, juste en fin, parce que mon introduction avec Thomas Piketty n'était pas juste pour faire un placement produit, c'était aussi pour montrer que, en fait, l'accumulation exponentielle et illimitée de la richesse, elle crée des mécanismes de verrouillage d'une économie. Par exemple, aujourd'hui, si vous pouvez, je pense que c'est tout à fait normal de rétribuer la participation à l'économie, donc à l'organisation sociale du contentement, avec des rémunérations variables en fonction de l'effort, des compétences, de l'âge. Tout à fait, ça c'est tout à fait possible. Par contre,
penser des minimums et des maxima. Alors le minimum, on connaît un peu quand même. On a au fil du développement de nos économies modernes inventé des salaires minimums, des minimums vieillesse, des prix, des espèces de limites des prix, des choses comme ça, des prix étudiants quand vous allez au cinéma, des loyers plafonnés quand vous avez un logement social, des choses comme ça. Donc la logique du minimum de se dire voilà, on ne devrait pas permettre à quelqu'un en Suisse de travailler et de se faire payer 1 franc suisse de l'heure, tu vois, ça paraîtrait quand même, on se dirait bon, j'espère quand même qu'on a des lois et des règles qui vous protègent. Par contre, on n'a pas l'équivalent du maxima. Un salaire maximum, un revenu maximum, un patrimoine maximum. Même l'idée d'en parler, ça paraît complètement loufoque. Après, se dire pourquoi est-ce qu'on aura un maximum. Et donc cette logique du minimum maximum, ce qu'on appelle le limitarianisme. Le limitarianisme de se dire, et il y a des arguments pour le défendre, hein, à commencer par statistiquement, les sociétés avec la plus haute qualité de vie sont les sociétés avec les plus faibles taux d'inégalité. Donc quand vous augmentez les inégalités, c'est problématique. Ça fait dans des pays avec fortement d'inégalités, en fait, ce qu'on appelle le PIB ressenti, il est beaucoup moindre que dans les pays à faible inégalité. Pourquoi ? Parce que quand vous avez très peu d'inégalité, la croissance, elle a beaucoup plus de probabilité d'être équitablement répartie et donc de tomber dans les poches de ceux qui en ont besoin. Alors que si vous avez de très fortes inégalités et que vous avez 60% des gains de croissance qui sont appropriés par les 10% les plus riches, qui ont déjà en fait atteint le plafond de leur qualité de vie, tous les ans, ils vont pas gagner 5 ans d'espérance de vie à mesure qu'ils gagnent 10 millions de plus par an. Donc là, c'est très contre-productif. Donc moi, je pense qu'en tant que ministre de l'économie, et ça fera pas fureur, c'est sûr, de commencer une grande discussion sur les minimums et les maximums. Et ça replacerait l'économie dans le sens du jeu, de dire, bon voilà, même si on va dire, t'as gagné au Monopoly, ça te donne pas, même si je gagne au Monopoly, ça veut pas dire que mon pote il doit faire le ménage chez moi pendant genre 80 ans, tu vois. Au bout d'un moment, on arrête de jouer au Monopoly, il y a quand même un minimum, on peut aller boire une bière et être pote. Pareil, quelqu'un qui est milliardaire aujourd'hui ne devrait pas pouvoir envoyer des trucs de manière aléatoire dans l'espace, acheter des médias et des services publics et faire n'importe quoi comme un gros bolos. Donc, il y en a plusieurs. J'ai une question en ligne. Valérie qui te demande, en toute transparence, êtes-vous confiant dans l'avènement d'un nouveau paradigme économique avant qu'il ne soit trop tard, dans un monde de politique libérale, voire libertarienne ? Et si oui, comment cela pourrait-il advenir ? Alors non, malheureusement, je ne suis pas confiant. Pour une raison, c'est que moi, j'ai beaucoup fait d'histoire de la pensée de ces questions depuis les années 70. Et c'est terrifiant de lire des textes des années 70 qui sont extrêmement lucides et de regarder des débats politiques de tous bords, hein, avec des gens à gauche, à droite, pro-capitaliste, anti-capitaliste, pro-croissance, anti-croissance, discuter en fait avec un pragmatisme dans les années 70 qui était presque plus rigoureux que celui qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'ère de la post-vérité, avec des censures scientifiques, avec des rôles d'engrainement sur les réseaux sociaux, de propagation de la désinformation, avec un rôle, malheureusement, avec une puissance de feu des lobbies privés beaucoup plus importante qu'à l'époque, dans les années 70. Donc c'est un débat qui devient... il y a une pente glissante où on pourrait peut-être même détruire la fabrique même de l'intelligence collective. C'est le cas aujourd'hui, quand les scientifiques sont censurés, on leur dit vous n'avez pas le droit de faire des études sur le climat. C'est genre, on veut pas savoir. Moi, on m'avait dit ça un peu au début, enfin pas tout le monde, mais on m'avait dit, en fait, on ne veut pas connaître la véritable empreinte écologique de la Suisse. Parce que si on la connaissait, c'est un peu le déni. C'est-à-dire, moi, je sens quand même que je tousse et je crache du sang, ça n'a pas l'air ouf, mais je veux pas aller chez le médecin parce que je sais ce qu'on va me dire. Je sais ce qu'on va me dire. Et ça veut dire que je vais devoir arrêter de fumer. Donc, je préfère pas savoir. Mais ça c'est la première pente glissante parce que ça vient nous empêcher de créer la connaissance qui nous permettrait de faire cette transition. Donc ça l'impossibilise même dans sa potentialité. Ça réduit l'arbre des possibles. C'est dommage. Parce que pour moi, enfin, j'ai encore cet idéal, peut-être un petit peu naïf, du progrès humain comme une ouverture de l'arbre des possibles. Le progrès humain, c'est d'avoir la possibilité de faire énormément de choses et de pouvoir choisir qu'on fait ça. Et de choisir aussi de ne pas faire ça. Mais là, ici, la censure scientifique, elle nous amène vers une réduction de l'arbre des possibles. Donc ça, c'est un véritable regret civilisationnel. Et quand on lit ces textes des années 70 aussi, on se prend un uppercut dans l'estomac de réaliser qu'on a 50 ans d'inaction. Ça fait que la transition des années 70, elle était tellement facile. C'était genre le Rubik's Cube, 2 cases par 2 cases. Tu pouvais le faire vraiment genre comme ça, de la main gauche. Alors que maintenant, on a le Rubik's Cube 16 par 16 en feu qu'on doit résoudre sous l'eau avec un flingue sur la tempe. Donc on se dit, chaque année, en fait, où
on procrastine. En fait, on a les poumons de plus en plus encrassés, on a de plus en plus l'habitude de fumer, donc ça devient de plus en plus difficile. C'est chiant. Donc moi, en tant que scientifique, ça m'embête de voir les choses repoussées et qu'on se retrouve coincé dans cette salle d'attente. Surtout, comme on en a parlé, il y a des co-bénéfices sociaux qui sont pas négligeables. Encore si c'était vraiment la seule façon de continuer à survivre, c'est de s'amputer une jambe. Bon là, ça serait dur à vendre. Mais là, c'est même pas. Il y a des choses qui tombent vraiment sous le sens. Genre, je vais vous parler d'un des changements les plus win-win-win-win-win. La consommation de viande rouge, le bœuf, c'est le produit le plus polluant en termes d'émissions carbone et même de mobilisation de sol et de l'eau dans notre alimentation. Faudrait en produire et en consommer moins pour faire baisser. Ça serait le meilleur moyen de faire baisser notre empreinte écologique de l'alimentation. Mais on en consomme aussi trop pour notre santé. L'Organisation mondiale de la santé l'a quand même catégorisé en produits potentiellement cancérigènes. Et donc, on sait que dans nos sociétés, dans nos pays riches, on en consomme trop et ça génère des problèmes de santé. Et donc là, on se dit, mais en fait, si on mange moins de bœuf, et c'est aussi l'élément le plus cher dans notre alimentation, bah, ça devient plus facile de se nourrir, ça améliore notre santé, ça allège notre empreinte écologique. Et en fait, on se dit... Et même ça, on l'a pas fait. Et pire, on ne l'a pas fait. On se rend compte, là, la dernière la campagne publicitaire de McDonald's pour son cheeseburger à 2 steaks, c'est « Pourquoi faire simple quand on peut faire double ?» Donc là, tu te dis, purée, même le truc le plus facile, pour lequel on a toutes les données, on l'a même pas fait. Donc ça, c'est vrai que ça, je pense que les anthropologues du futur, ils vont bien rigoler quand ils viendront essayer de comprendre les sources de notre effondrement. Il faut se dire, waouh, et tout, c'était vraiment con. Hein. Très bien, il y a une question tout au bout, je vous laisse venir. Merci beaucoup. Quand on joue au Monopoly, moi, il y a un moment que j'aime beaucoup. C'est au début quand on distribue l'argent. Et il se trouve qu'on a tous la même somme au début de la partie. Et aujourd'hui, c'est pas trop la même chose. Vous pensez que ça ressemblerait à quoi un héritage décroissant ? Alors là, je vais me permettre de reprendre la proposition de Thomas Piketty. Donc lui, ce qu'il appelle un héritage garanti. C'est en effet, en prenant cette très belle analogie, de se dire, bon bah, on devrait tous avoir des chances comparables quand on entre dans le jeu de l'économie, parce qu'après tout, on arrive sur Terre, on n'a pas grand-chose. Donc c'est peut-être pas... C'est non seulement pas juste, mais aussi c'est contre-productif, parce que ça mène un petit peu à toutes ces choses qu'on a vues. Et donc, Thomas Piketty nous dit, bon bah c'est simple, si on a juste un impôt sur l'héritage qui permet de financer un héritage garanti où chaque citoyenne, chaque citoyen à l'âge de 18 ans recevrait, quand il avait fait les calculs, lui c'était 180 000 €. Donc ça fait 3 sandwichs à Genève. Non, donc, mais bon... On peut ajuster les revenus par pays, vous inquiétez pas. Donc en gros, on taxerait l'héritage en fin de vie, ce qui fait que les gens qui sont quand même... qui réussissent bien dans la vie, bah, ils peuvent profiter de leur réussite. Il y a quand même une variation des revenus, des salaires, et ça c'est tout à fait normal. Mais en fin de vie, bon bah ça recommence. Ça veut pas dire qu'on peut pas léguer un patrimoine culturel, qu'on peut pas léguer des maisons de famille, des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'on limite les très très hauts patrimoines et aussi les legs d'entreprises, surtout de multi-entreprises, de choses comme ça. Et oui, donc ça veut dire qu'on taxerait un peu l'héritage et qu'on partirait chacune avec un héritage minimum garanti. Ça serait un beau pied de nez en fait qui mettrait du sable dans la dynamique des inégalités. On va prendre les dernières questions, vu qu'on arrive gentiment aussi sur la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Oui, je m'excuse à tous ceux à qui on a tourné le dos pendant tout ce débat, mais bon, la caméra étant de l'autre côté. Alors, attendez juste une seconde, c'est parti. Qu'est-ce que vous conseilleriez à UBS, le premier gérant de fortune au monde et la 10e banque d'énergie fossile? Mais déjà, une politique assez stricte de désinvestissement dans les énergies fossiles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du traité de non-prolifération des énergies fossiles. Donc voilà, bon, les scientifiques comme Jean Jouzel nous disent qu'il faut arrêter de brûler des énergies fossiles, donc il faut arrêter de les extraire, ça aide. Et donc il faut arrêter le financement de nouveaux projets d'extraction. Même si c'est lucratif,
il faut faire ça, et donc c'est de la responsabilité des banques, d'une certaine manière, d'arrêter de financer. Alors moi, c'est la première chose. Aujourd'hui, on ne devrait plus pouvoir investir dans ces choses-là de la même manière où si je suis jeune entrepreneur, fraîchement sorti d'une école de commerce, et je vais voir UBS et je lui dis j'ai envie de me lancer dans une petite start-up dans le commerce d'organes en Suisse. J'irai récolter les organes des sans-abri et je les vendrai à des milliardaires. Ça, UBS, elle va me dire très beau projet, on a bien aimé votre business plan, mais c'est malheureusement extrêmement illégal. Donc on va pas vous financer. De la même manière, le gouvernement a le droit de dire à partir de maintenant, nous décrétons qu'il est illégal de financer des nouveaux projets d'extraction fossile, et UBS n'étant pas Dieu, ne pourra pas s'opposer à la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un chantier énorme sur aujourd'hui la question, est-ce qu'on devrait permettre d'avoir des banques privées à but lucratif ? Moi, je trouve que l'argent, la monnaie en général, c'est plus un service public. Et de la même, on a besoin d'avoir accès à la monnaie. Si vous n'avez pas accès à la monnaie, vous ne pouvez pas acheter un logement. Alors, acheter un logement, c'est quand vous êtes propriétaire de là où vous habitez. J'explique parce qu'apparemment, en Suisse, c'est un concept assez abstrait. On m'a dit. Et un logement, c'est un endroit où... D'ailleurs, si les bains du Paquis ont un petit sauna habitable à temps plein... On en parle après. Et donc, de se dire, tiens... À un moment donné, on a privatisé, parce que la monnaie, c'est pas juste, c'est la création et la destruction monétaire. Donc c'est ultra important. C'est-à-dire le mécanisme d'investissement, de projection d'une activité dans le futur, ce qui va permettre de concentrer des facteurs de production et rendre possible la production d'un truc. Aujourd'hui, vous devez forcément passer devant une banque commerciale et convaincre un mec qui sort d'école de commerce que c'est une bonne idée. Et donc vous allez arriver et vous allez dire, nous on a une idée fantastique. On va créer un espace associatif autour de bains à Genève. On va faire des événements, on va faire des concerts, ça sera ouvert à tout le monde. On va faire des prix qui permettent à tout le monde de venir et utiliser notre surplus pour participer à des événements culturels, des trucs comme ça. Là, la UBS, elle vous fait non, ça marche pas. Et donc, à qui on va voir pour financer ce genre de trucs ? On a des financements participatifs, on a des subventions publiques, mais ça reste une miette. Alors que ça devrait être le contraire. On peut avoir des banques privées, c'est-à-dire que des groupes d'épargnants qui se mettent ensemble pour faire des projets privés. Si vous voulez faire un petit projet d'extraction fossile de deep sea mining dans le lac de Genève, là, entre milliardaires, vous pouvez essayer. Mais on ne devrait pas avoir le premier canal de création monétaire qui réponde à un logiciel de lucrativité. Donc on pourrait, ministre de l'économie, dire que le système bancaire fait partie de l'un de ces systèmes critiques pour la transformation sociale et écologique et dire que les banques ne peuvent plus être des entités à but lucratif. Vous pouvez continuer à former et à créer autant de banques que vous voulez, mais vous devez avoir une comptabilité sociale et écologique et vous ne pouvez plus distribuer des dividendes à des individus, ce qui crée un biais, malheureusement, qui avantage des activités très lucratives, aujourd'hui qu'on essaie de ralentir, vis-à-vis des activités moins lucratives qu'on essaie de développer. Merci beaucoup. Une dernière question là derrière. Je suis désolé, on n'arrivera pas à prendre toutes les questions. Juste une seconde, je vous mets le son, c'est bon. Merci, bonjour. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le win-win-win-win, je suggère aussi l'élimination du plastique. Ça, ce serait un win-win-win pour tout le monde. Maintenant, ma question, c'est, depuis que vous faites la tournée des popotes depuis plusieurs années, est-ce que vous avez constaté une différence d'attitude, de réception dans ce que vous dites et dans quel sens ? Et sous question, est-ce que des politiques viennent vous consulter ? Merci. Alors, très peu de politiques viennent me consulter, surtout très peu de politiques dans des positions de pouvoir hégémoniques. Donc moi, je trouve ça un petit peu bizarre parce que on pourrait s'attendre, si vous gérez un gouvernement, de se dire, bon, il y a des gens qui font des scénarios de décroissance, vas-y, donnez-nous un rapport, quoi. Au pire, on le met sur une étagère, un jour on en a besoin. Donc de voir un gouvernement faire un déni de science, de dire on veut même pas en entendre parler, c'est problématique, en effet. Par contre, moi j'ai été très surpris parce que donc j'ai écrit une thèse théorique de 900 pages en anglais sur un sujet absolument niche. Je me dis là, je me condamne au chômage et moi j'ai terminé ma thèse en mars 2020. Je me suis dit bon, c'est bon, je vais partir surfer, je vais avoir quelques années de tranquillité, quoi. Je m'attendais pas du tout à que ça intéresse des gens. Donc déjà, il y a eu cette popularité qui est un effet de, pas lié à mes recherches, mais un effet de contexte, où je pense cette question qui monte et où je me retrouve invité dans des lieux pas possibles, des associations, des villes, dans plein de pays, par des entreprises
qui déjà se pose ces questions. Donc ça, c'est un premier changement. Je pense qu'avant, ils ne se posaient pas les questions. Aujourd'hui, ça se pose des questions. Et le deuxième changement, c'est qu'avant, on considérait ça comme une idéologie. On la voyait un peu comme une petite curiosité, c'est-à-dire un radicalisme un petit peu caché. Et donc, on invitait les gens un peu comme on va voir des animaux dans des zoos, quoi. Si on est là, vas-y, danse, parle-nous d'anticapitalisme, et ça venait divertir un petit peu les invités à Davos, quoi, le soir avant l'apéro. Et là, la posture, elle a changé parce que maintenant, on a quand même une force scientifique où il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans les meilleures universités du monde sur ces choses-là, et l'UNIL est en train de vraiment de rentrer dans ce jeu et d'investir pour devenir vraiment les pionniers de ces questions autour des sciences de la durabilité. Et donc, on ne peut plus en fait balayer de la main et dire vous êtes juste des doux rêveurs et des utopistes. Sur la question de la croissance verte, par exemple, c'est génial parce que moi, quand j'ai commencé, donc milieu des années 2010, le débat c'était ah ouais, vous pensez que produire moins, ça va polluer moins ? Eh ben démontrez-le. On attend votre modèle mathématique. Et moi j'étais, mais c'est marrant parce que vous dites que produire plus, ça va permettre de polluer moins. Donc vous produisez plus de voitures, mais vous utilisez moins de matériaux. Et ça va polluer, ça va faire moins de gaz à effet de serre. Il fait ouais, c'est ça. Démontrez-nous le contraire, vous avez 10 ans. Et ça a changé. Aujourd'hui, le fardeau de la preuve, très clairement, on a un consensus scientifique sur les limites du découplage et de la croissance verte. Et donc maintenant, les gens doivent se dire ah ben non, regardez, on va pouvoir découpler parce qu'on a des émissions négatives. Donc ça, c'est quand même une grande avancée. Alors on va me dire après 20 ans pour admettre que voilà le monstre du Loch Ness n'existe pas, c'est quand même un peu embarrassant dans l'histoire du progrès humain. Mais peut-être que va y avoir un effet d'accélération ces prochaines années sur la génération. Et je terminerai là-dessus. Enfin, il y a des concepts pas possibles, vraiment, qui sont rien que les initiatives concrètes et les travaux théoriques sur l'économie sociale et solidaire qui n'existaient pas avant ou qui très peu et qui se sont vachement popularisés. Ça, c'est un vivier en fait de bonnes idées absolument énormes. Et donc moi, pour Jérôme Bachet, un sociologue que j'aime beaucoup, lui il parle toujours du point de basculement. Parce que tout ce dont on a parlé là, même un système économique, c'est toujours, il y a des endroits plus capitalocentrés que d'autres. Bain des Paquis, très peu capitalocentré, UBS, très capitalocentré. Et le point de basculement, c'est quand en fait vous avez une majorité de l'organisation économique qui répond aux règles et aux récits du jeu, du post-capitalisme vis-à-vis du reste. Ce qui est d'ailleurs tunnel qui arrive sur l'histoire de l'émergence du capitalisme au XVIIe siècle. Pas de tunnel, mais d'ailleurs c'est comme ça que le capitalisme a émergé. Avant, t'avais une minorité, c'était genre des marchands et des marins qui faisaient leurs activités, qui créaient des entreprises pour faire du commerce d'épices ou je sais pas quoi, ou des tapis à Venise, et ils voulaient s'enrichir et tout le monde disait ils sont chelous quoi. Ils sont chelous, c'est une grande minorité. Et en fait, ça s'est généralisé autour de la révolution industrielle. Et donc aujourd'hui, on vient à l'associer à la nature humaine, ce qui est une méconnaissance complète de ce que nous disent les historiennes sur le sujet. Et donc là, nous, on cherche un mouvement de basculement qui serait un petit peu contraire, où la mentalité dominante aujourd'hui qui dirait que le rôle dans la vie, c'est de se former pour pouvoir avoir un haut salaire et dédier une grande partie de son temps dans des entreprises pour maximiser leurs profits afin justement d'avoir un gros PIB, que ça vienne en fait quelque chose d'absolument lugubre, une forme d'obscurantisme très 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 bizarre. Et le jour où ça en fait ça deviendra une utopie, l'utopie un petit peu de cette espèce de capitalisme, on pourra dire qu'on a basculé dans une économie post-capitaliste. Magnifique. On a parlé de plein de trucs, on a parlé de croissance, d'objection de croissance, de décroissance, de post-croissance. Avant qu'on termine, je sais pas, il y a un truc dont on n'a pas parlé en lien avec tout ça, plus ou moins, que tu souhaiterais encore aborder. C'est une question un peu difficile et vague, hein, mais je sais pas si tu as l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose d'important dans tes travaux. Alors, il y a juste un point que j'aime bien faire sur... on n'en a pas trop parlé, les objections sociales à la croissance. Moi, c'est un point, je m'en souviens, quand j'ai découvert, ça m'a fumé. Donc, c'est sûr, vous savez ce que c'est que la consommation positionnelle ? Donc, c'est lié un peu au bien ostentatoire. On dit, bon, voilà, avoir un pouvoir d'achat, c'est bien.
parce que ça permet d'acheter ce qu'on veut. Mais en fait, on oublie un peu qu'une grande partie des trucs qu'on achète et qu'on a, on leur attribue de la valeur, c'est une valeur relative à ce que les autres ont. Et donc, si personne, par exemple, a de Ferrari et que je m'achète une Ferrari, et ben là, d'un coup, je sors du lot. Trop bien. Mais si le jour d'après, vous avez tous doublé vos heures de travail, vous êtes tous allés travailler chez UBS et vous avez maintenant toute une Ferrari, ah non, là, on a l'air bête. Parce qu'on est redevenu à la case départ. Heureusement, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc, je vais investir dans la crypto et dans l'investissement locatif. Et je vais m'acheter une deuxième Ferrari. Qu'est-ce que vous allez faire? La même chose. Et on se retrouve avec 2 Ferrari chacune. Sauf que maintenant, on bosse 80 heures par semaine. Et on travaille tous chez UBS. Ce qui est plutôt chiant parce que UBS est en train de financer la destruction du monde. Alors que, donc là, ces mécanismes, on comprend, positionnels, genre, tac, que l'augmentation du régime des trucs marchands, donc des heures qu'on travaille, des trucs qu'on consomme, ça se traduit pas forcément en bien-être véritable parce qu'on a ces mécanismes d'entraînement qui sont absolument inéchappables parce que nous sommes de gentils animaux sociaux qui ne cessons de nous comparer. Donc là, c'est pour moi une belle objection sociale à la croissance, liée aux choses de la communication et enfin de la consommation positionnelle. Et un autre aspect aussi, j'en parlerai pas, mais moi c'est l'un de mes aspects préférés, donc sur le mécanisme de marchandisation, il y a une réalité dans le jeu capitaliste où par exemple si vous voulez satisfaire des besoins de logement à Lausanne, je sais de quoi je parle, il vous faut un max de thunes. Et donc c'est un véritable besoin. Vous pouvez pas être poète ou trompettiste. Il va falloir trouver un métier qui vous donne de la monnaie sonnante et trébuchante. Sinon, vous allez habiter là-bas, là-haut dans les arbres. Mais pourquoi? On se dit, pourquoi? En fait, c'est parce que vous avez une minorité... De quoi? Non, en fait, là-bas, c'est Colonie, c'est le coin le plus riche de Genève et le plus cher au mètre carré. Mais pourquoi pas là-bas? Le touriste. Bon, le faux pas sociologique, je suis désolé. Ça va faire frémir les habitants de Colonie, tout ça. Alors donc, si vous avez une minorité possédante qui fait par exemple de l'investissement locatif, c'est quoi l'investissement locatif? C'est vous placez votre épargne pour acheter des biens. Et une fois que vous avez placé vos gestionnaires d'investissement immobilier, ils sont pas là pour faire baisser les prix et faire du logement social. C'est le contraire. Donc ça fait augmenter les loyers. Ça fait que pour satisfaire vos besoins de logement qui sont les mêmes, vous habitez dans le même 30 mètres carrés, il faut travailler plus. Mais ce travailler plus, il va se retrouver sous la forme d'un loyer payé à donc une minorité possédante qui va ensuite pouvoir se permettre d'acheter un autre appartement et donc nous enfermer dans un cercle. Quand vous regardez par exemple par année ceux qui possèdent les appartements à Paris, vous voyez que ça se concentre et maintenant une grande partie je crois que 68% des logements sont possédés par 1% des ménages riches et même la plupart des logements sont possédés par des gens qui possèdent au moins 6 logements à Paris. Donc là en fait c'est un point, et Piketty l'a très bien montré, où on arrive à une concentration où on a une majorité de la population qui doit augmenter constamment son temps de travail avec toutes les conséquences délétères que ça a sur l'écologie et sur la vie sociale et collective, tout ça pour se permettre d'avoir accès au même truc. Alors que on pourrait démocratiquement en fait choisir encore une fois de revenir à des minima et des maxima, et c'est ce qui se passe j'imagine avec les mouvements pour le contrôle des loyers. On pourrait même aller plus loin, avoir une régulation des prix fonciers comme c'est le cas, moi je parle toujours de l'utopie concrète de la ville de Vienne. La ville de Vienne c'est une rare ville dans une capitale européenne avec une qualité de logement au moins égale à celle qu'on a dans nos meilleures villes suisses et françaises, qui n'a jamais été à but lucratif. Eux, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont dit le logement c'est tellement important, on interdit la lucrativité du logement. Donc les logements, c'est soit des logements sociaux, publics, soit c'est des coopératives d'habitat à but non lucratif. Et donc qu'est-ce qu'ils ont? Viennent, et ils ont un loyer dérisoire, moyen, c'est l'un des loyers des villes européennes les plus bas, mais ils ont aussi la qualité du logement la plus haute. Pourquoi? Parce que tous les surplus depuis 1945 dans le logement ont été réinvestis pas dans donc les revenus des investisseurs, mais dans la qualité du logement. Et donc tu vas à Vienne dans des logements sociaux où tu as des saunas sur le toit, des jardins pas possibles, des appartements d'amis. C'est une chambre d'amis mais en mode appartement qui sont partagés. Tu as des ressourceries, des trucs à vélo. Ils sont vraiment pionniers de comment est-ce qu'on peut maximiser la qualité de vie du logement avec des logiques de partage, avec des logiques d'allocation. Donc ça montre quand même
là, deux logiques complètement différentes. La logique parisienne avec l'immobilier ultra marchandisé qui devient en fait un moyen spéculatif d'enrichir une minorité possédante au détriment de la qualité de vie de la majorité, et un autre choix de société qui est différent de se dire bon bah le logement quand même, vu qu'on peut pas vivre sans, ça serait pas mal d'avoir des logiques de minima et de maxima et que ça reste un petit peu sous des protocoles de discussion démocratique où on peut de temps en temps se poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un logement décent, comment est-ce qu'on veut vivre. Si on a par exemple, la France n'arrive pas à faire de rénovation thermique, coincé. Pourquoi ? Parce que vous êtes une minorité possédante, vous n'avez aucun intérêt à faire de la rénovation thermique. Vous allez louer votre passoire, ça vous coûte que dalle. Les gens de toute façon ils vont payer un loyer parce qu'ils n'ont pas le choix, ils habitent à Paris. Je vais pas investir, je m'en fous. L'énergie ça coûte rien, donc alors que là, si c'est une décision collective, on se dit bah on a tous un intérêt à avoir des beaux logements sans déperdition d'énergie, et donc on peut faire une décision d'investissement collectif. Et ça, c'est des choses, on voit, c'est des fonctions qu'on a dans un système et qu'on n'a pas dans un autre. Aujourd'hui, il faut développer un peu notre agilité économique, se dire on a besoin de nouvelles fonctions, et donc on doit développer des institutions qui permettent de le faire, et on doit déconstruire d'autres institutions qui bloquent ces capacités. Magnifique. Aussi frustrant que ça puisse être, parce qu'il y a encore plein de questions, moi j'ai aussi encore plein de questions, mais toute bonne chose a une fin. Tu termines ton livre en disant maintenant j'arrête, il est l'heure d'aller faire la sieste. Il faut aussi laisser un peu de sieste pour l'après-midi. Mais avant de terminer, la question qu'on pose toujours à nos invités des bains des Paquis, Philo Aubin, qui n'a rien à voir avec le sujet ou quasiment rien. Pour toi, les bains des Paquis, c'est quoi ? Bon alors, vous avez bien sûr tout compris que ma connaissance de Genève était un peu limitée, parcellaire disons. Mais de ce que j'ai compris, moi je considère ça comme un îlot un petit peu en dehors du capitalisme. Certains diraient un îlot de résistance, certains diraient un laboratoire de développement sociétal, certains diraient une utopie concrète, mais un endroit justement qui est dans un esprit post-croissance et post-capitalisme, parce que qui a mis en son centre en fait la qualité de vie, la convivialité, l'utilité sociale qui est mesurée de la manière dont est gérée l'association, et qui en fait refuse cette extension du domaine marchand pour venir défendre la défense du bonheur, d'un certain hédonisme, de la convivialité, de la capacité à prendre son bain, à nager, à faire la sieste, qui devrait être, après tout, l'ultime récompense en fait de l'organisation économique. Donc, continuez. Merci beaucoup. Alors, en effet, donc c'était Timothée Parrique en lien avec son livre Ralentir ou périr. Tu parles de la non-marchandisation. Alors, c'est un peu difficile de venir là-dessus après coup parce que j'ai pris quelques livres. On gagne 0 sous sur ces livres. On a une collaboration avec une librairie alternative. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez un livre, j'en ai quelques-uns ici. Voilà, tu pourras peut-être les dédicacer. Un grand merci à Jeff, tout derrière les caméras, qui est notre magicien du son et de l'image. Un grand merci au Bain des Paquis, au groupe Culture et à tous les bénévoles qui rendent ces événements possibles. Philo Aubin, ça continue. Dans un mois, le 5 avril, on reçoit Kautar Archi dans le cadre du festival Histoire et Cité sur le lien avec l'animalité et les nuisibles. En mai, on continue sur la question de l'intelligence artificielle à la société avec Monsieur Phi. Et en juin, on va parler d'école avec Philippe Fabre. Vous retrouvez tout le programme en ligne sur le site internet des Bains. Bon dimanche à tous.